Non, mais je crois non, Audacity ne veut pas. Audacity ne veut pas. Non, elle veut pas commencer. Il veut pas commencer. C'est tragédie en test micro, ça lui a pas plu. Non, oui, mais pas de tragédie, pas de tragédie. Bon, on lance quand même le générique. Allons-y. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Ah, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, bienvenue dans ce numéro... 5, 6 je ne sais plus, dans ce nouvel épisode du Ciné était fermé de l'intérieur. On a réussi à se revoir. Bah oui, et ça fait moins d'un mois. Ça fait moins d'un mois. On est bon là, on va essayer de garder le rythme. Donc bienvenue, et bienvenue aussi à vous, chers auditeurs, parce que bon, on s'enregistre dire des conneries, mais bon, il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent. Les Voilà. pauvres. Oui, les pauvres. Donc bienvenue, donc c'est un numéro spécial Ryan Johnson, de toute façon c'est noté sur le nom du podcast. Oui, Rian Janson. Rian Johnson. Rire et chanson. Tout de suite. Ah oui, il faut le jingle inaugural. Oui. Le sort de la terre. Non. Non, on va commencer par celui-là. Je suis désolé. Tout de suite, est-ce qu'on commencerait par des news? Alors, des petites news, allons-y. Allez hop, une petite news. Alors, des news. Est-ce que nous en avons ou pas? Je n'arrive plus à parler. Eh bien, hier, je me suis coupé les ongles de pied. Mais c'est intéressant. Merci. C'est bon pour moi. Voilà, c'est tout pour toi. Bon, alors j'ai quelques petites news. Je vous avoue que là, voilà, une petite annonce qui nous vient de paraître en fait. Est-ce que vous connaissez Jackie Chan? Oui. Est-ce que vous connaissez Schwarzenegger? Ok, souhait. Alors, c'est le crossover improbable, c'est le duo improbable qui viennent dans un film qui s'appelle The Iron Mask, voilà, qui est la suite de la légende de Wu. Donc c'est un film qui n'avait pas fait parler beaucoup de lui. Voilà, donc le film sortira le 10 avril au Royaume-Uni. Donc Jackie Chan, Schwarzenegger dans le même film. Je pense que ça va être un peu de castagne. Oui, alors est-ce que c'est un film chinois? Est-ce que c'est un film chinois? Alors, il me semble que c'est une coproduction. On va voir ça tout de suite. Donc c'est même pas, c'est Russe et Chine. Voilà, c'est une coproduction Russie et Chine. Parce que il est peut-être fréquent parfois dans des productions chinoises où on nous vend pour nous les occidentaux une star américaine ou anglaise internationale, que en réalité on la voit cachetonner 10 minutes à la fin pour la baston finale. Sachant que le personnage principal, c'est même pas l'un des deux, c'est Jason Fleming. D'accord. Voilà, donc on est vraiment sur du high level. Le film original, excusez-moi, La légende de Wu n'a d'ailleurs pas fait énormément parler de lui, parce qu'il date quand même de... Là, je vais y arriver. Il date quand même d'un certain temps, il date quand même de 2015, voilà. Toujours Jason Fleming. Pas si vieux que ça quand même. Ah oui, bon, il n'a pas été non plus très mémorable, hein, donc qui est un film russe, tchèque et ukrainien. C'est une super coproduction, donc c'est un peu les pays de la loose là-bas. Je sais pas. Quand en général, quand tu as des coproductions bulgares, etc., tu sais que c'est parce que les lieux de tournage sont pas chers. Donc il y a beaucoup de films américains qui sont tournés là-bas d'ailleurs. Avengers de... Coucou. Voilà, donc ça sortira le 10 avril au Royaume-Uni. On espère un jour chez nous, et peut-être pas en DVD, peut-être en salle, on espère. Ouais, quoique. Ou pas. Ouais, de toute façon, nous ne sommes sûrs de rien. Allez hop. Seconde news, vas-y. Jérémy. Alors, c'est Joe Carnahan qui sera bientôt de retour. Il prépare actuellement un nouveau film qui s'appelle Zeno. Le film dont Joe Carnahan, réalisateur du très très beau Le Territoire des loups, avec Liam Neeson. Oui, non, mais je vois, mais qui était pas mal, effectivement. Et donc, alors,
c'est un peu ambigu parce que récemment il y a une déclaration un peu ambiguë de Carnahan et donc Frank Grillo qui est l'un des acteurs principaux du film. Il recherche toujours le second rôle principal. À l'origine, ce projet devait être un remake de The Raid, Ah, le film de Gareth Evans. Voilà, film indonésien de baston qui a révélé notamment Iko Uwais et Yayan Ruya, qui sont aujourd'hui... Enfin, Yayan Ruyan était déjà un acteur, un artiste martial très connu dans son pays, mais qui a, du coup, maintenant à l'international, a été reconnu à partir de The Raid. Et donc, révélation également d'Iko Uwais. Donc, The Raid, on rappelle, c'était un policier qui menait un groupe de policiers qui devait mener une expédition dans une tour. Avec un super plan séquence qui durait énormément de temps et qui était quasiment la moitié du film. C'est ça. Sachant qu'effectivement, en fait, tout le film, pour ainsi dire, se passe dans la tour et en gros, ils doivent aller déloger le chef d'un réseau de dealers, de trucs. Qui se trouve tout en haut. En haut. Donc ils font tous les étages. Voilà. Un par un. Et ils sont pas beaucoup, mais il y a beaucoup de méchants en face. Ah ouais. Non, ça faisait un peu esthétique jeu vidéo d'ailleurs. Voilà, et ça castagne dans tous les coins, c'était assez impressionnant. Il y avait une suite, The Raid 2, qui passait le bouchon encore un peu plus loin, tout en se renouvelant. Alors, par contre, le rapport avec Red is Dead. Pas. Merci. Voilà, j'avoue, je m'y attendais pas. Et là, le rapport, c'est qu'ils n'ont pas éteint l'aspirateur. Ah, bah voilà. Ouais. On l'a toujours su. Merci Christophe. Pardon. Donc, Carnahan préparait à ce qui devait être à la base un remake de The Raid. Et selon leur dernière déclaration, donc de Carnahan et Frank Grillo, ce ne serait plus un remake, maintenant ce serait devenu un film propre. Sauf que les justifications sont un peu aléatoires parce qu'ils ont commencé à écrire le film en étant un remake. Et donc, soi-disant qu'au final, ils se sont réapproprié l'histoire qui est plus centrée sur les deux frères. Ils rentrent pas tout de suite dans le bâtiment, ils passent un peu plus de temps dehors. Enfin bref. Ou alors, ils n'ont pas envie de payer les droits. Va savoir. Mais dans tout cas, donc, le film s'appelle Zeno, du nom des deux frères, donc un policier et un méchant. On attend toujours celui qui fera le méchant. D'accord, ça m'a l'air bien. Pourquoi pas. Alors, retour à Hollywood, qu'on n'avait pas quitté d'ailleurs. Vous voyez qui est Stallone ? Le dictateur russe là qui a tué des millions de personnes et qui nous a sauvés contre les Allemands. Pas Staline, Stallone. Attends, merde, j'avais pas le doigt sur le bouton pour le rire. Titre, voilà. Merci. Alors, vous voyez qui est Stallone ? Vous voyez qui est Michael Bay ? Les deux, ça donne quoi ? Une grosse explosion. Ça donne pas Stallone B. Ils vont tous Stallone B. Pardon. Désolé, je m'auto-vanne. Voilà. Donc c'était ils préparent un film ensemble, Little America, dans la lignée de New York 1997. Donc voilà, c'est une news qui nous vient qui me vient du journal du geek, mais à mon avis, ça vient d'ailleurs. Donc écrit et réalisé. Donc c'est une production de Michael Bay, donc c'est pas une réalisation de Michael Bay. Donc ça sera peut-être bien filmé. On ne sait pas. Voilà, donc c'est donc ça peut encore changer de nom. Donc ça vient de Deadline avec le célèbre site internet. Ça peut changer de nom parce que Little America est une série qui va. Il y a une série Apple qui va sortir dans pas longtemps ayant le même titre. Donc il est fort probable que ça change de nom. Mais sachez quand même que Stallone et Michael Bay travaillent ensemble. Donc voilà, non, c'était ma news. Alors, il y a un truc important que t'as pas dit quand même. Ah, vas-y. C'est que... Attends. Apparemment... Attends, je mets le doigt sur la batterie. C'est pas une blague, justement. C'est que je lis ta source, là. Ah. Et donc, je lis que ce serait très fortement inspiré de New York 97 de Carpenter. Mais c'est ce que j'ai dit. très, très fortement inspiré, oui. Ouais. Oui, non, mais attends, imagine un peu Michael Bay, chantre du minimalisme. Voilà, donc mais tu fais du Carpenter. Pourtant, un remake de New York 97, ça existe déjà, ça s'appelle Lockout de Luc Besson.
C'est pas une blague là. C'est pas vraiment une blague. Attends, je le remets deux fois. Tu disais, c'est pas une blague? Non, bah oui. Bon, alors, est-ce qu'on l'attend? Je ne crois pas. C'est peut-être un remake de Lockout du coup. Oui, vu comme ça, oui, vu comme ça, c'est possible. C'est un remake de Lockout. Alors, donc, est-ce que tu as une news ou pas? Ça dépend. Est-ce que vous voulez parler de Nicolas Cage? On veut toujours parler de Nicolas Cage. Nicolas Cage, qu'on avait laissé complètement frappadingue dans Color Out of Space de Richard Stanley. Ah oui, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais qui n'est pas encore sorti, ceci dit. C'est pour ça. C'est pour ça. Je sais qu'il sort fin février en Angleterre. Ouais, mais moi je veux le DVD. Moi je veux le Blu-ray, chez moi. Et donc Nicolas Cage va affronter des animatroniques dans un film qui va s'appeler Wally's Wonderland et dont le tournage vient de débuter. Donc Nicolas Cage dans un parc d'attractions. Alors ma question est, est-ce qu'il va avoir les cheveux au vent? J'espère. En tout cas, Wally's Wonderland, c'est donc un film de Kevin Lewis. Donc avec Nicolas Cage. Le tournage vient de débuter à Atlanta. Il y aura également au casting Emily Tosta de la série Mayans MC, Bess Grant et Rick Ritz. Donc pas vraiment de noms connus autres que Nicolas Cage. De quoi ça parle Wally's Wonderland? Concrètement, ça parle de Nicolas Cage qui est un agent d'entretien dans un parc familial et qui va se retrouver par où les animatroniques vont devenir possédés et donc il va devoir les affronter. Ça m'a l'air bien. Voilà. Donc, on compte sur Nicolas Cage pour rendre crédible cette histoire on le sait tous, il le peut. Rien n'est impossible à Nicolas. Oui. Alors, donc ça va peut-être rejoindre nos sorties de Projo après. Birds of Prey. Birds of Prey, sorti sous le titre Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Voilà, donc en VO, c'est pas du tout ça, c'est Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Vous noterez quand même que le émancipation anglais est devenu histoire en français. Voilà, très bonne traduction. Voilà, donc donc c'est un fait rare, il vient de changer de titre. En plein, voilà. Et donc maintenant, il ne faut plus parler de Harley Quinn and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Non, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Je m'excuse pour mon anglais. Maintenant, il faut parler de Harley Quinn, Birds of Prey. Voilà. Donc, Warner pense que c'était le titre qui empêchait vraiment le public d'aller voir ce film en salle. Alors qu'en vrai, c'est le film. Alors, c'est peut-être le scénario qu'il fallait changer, mais c'est un peu tard. Donc de toute façon, on en parlera tout à l'heure sur du projet. Enfin, rapidement. Voilà. Donc, une petite news. Parasite. Vas-y. Parasite qui vient de remporter une flopée d'Oscars. Ah oui, c'est vrai. Et notre top 2019 en plus. Et notre top 2019, donc, qui vient de remporter l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario original. Et je crois qu'il y en a 4, c'est ça? Oui, il y en a 4. Meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, voilà. Donc, en fait, c'est rare qu'en plus meilleur film étranger, meilleur réalisateur. Vraiment, je crois que ça s'est jamais vu, que c'est exceptionnel. Et encore une fois, une première pour un film coréen. Coréen ou Corée 2, ça dépend. Ou Coréda. Merci. Merci à toi. Alors oui. Et on rappelle qu'il ressort dans une version black and white dans quelques jours, le 19 février. Alors dans quelques jours, au moment où nous enregistrons.
Oui, exact. Ah ouais. Quoique non, je vais essayer de faire rapide pour qu'il soit disponible dès demain sur les plateformes. Je voulais dire quelque chose sur le sujet. Ah oui. Puis au moment de la César, je suis super content que mon flop 2019 n'ait rien eu. Merci à toi. Nous rappelons que c'était Les Misérables de Ladjli. Hop. Bah, une petite news, alors plus de 30 ans après, une suite à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oh. Voilà. Non, mais ça nous surprend. Le retour de Rick Moranis. Oh. Après plus de... Ça fait combien de temps qu'il n'est plus en activité? Pas très longtemps. Ça fait très longtemps. Alors, va falloir aussi qu'on en parle un jour. On va peut-être faire un jour un podcast sur lui. Mhm. Parce qu'il avait quitté définitivement, parce il le sentait plus le cinéma, donc il avait tout abandonné. Donc là, il revient. Et là, c'est impressionnant. Donc bon, non, mais ça m'a l'air bien, Donc c'est Deadline qui a fait l'annonce, comme quoi le retour de Rick Moranis. D'autres news? Eh bien, ce midi, j'ai mangé de la patate douce. C'est important. La patate douce. Voilà, bah. Allez, une autre fois. Allez, hop. Alors, Ophélie Beau, qui est sorti de son silence après la projection de Make Two Man Love, qui est une production un peu houleuse à Cannes. Intermezzo, pardon. Oui, mais c'est la suite de Make Two Man Love. Désolé. Le Canto Uno. Tu vas arrêter, oui. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'actrice avait quitté la salle un peu précipitamment pendant le film, faisant un peu réagir. Elle n'avait pas non plus participé à la conférence de presse. Donc tout de suite, c'était, sachant que le film est un petit peu polémique avec sa séquence de cunnilingus de plus de 20 minutes. Voilà. Donc il semblerait que l'attaché de presse avait commencé par dire non, c'est parce qu'elle a un autre tournage. Pas du tout, hein, mais ça on s'en doutait. En plein festival de Cannes. En plein festival de Cannes, oui. En plein projo. Oui, c'est pour un tournage. Tout va bien. J'allais faire une blague sur Jackie et Michel, mais c'est pas le moment. Voilà. Non. En fait, donc elle est sortie de son silence pour dire qu'en fait, la version du film qui a été projetée n'était pas celle qu'elle voulait, parce que contractuellement, il y a eu quelques petits soucis, parce que la scène qu'elle a tournée n'était pas celle qui était prévue à la base. Et donc effectivement, c'est dû au choix des images, au choix du montage effectué par le réalisateur. C'est un peu compliqué. Entre-temps, notre bien-aimé... j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est pas grave. Abdelatif Kechiche. Kechiche, oui, voilà. Kechiche. Entre-temps, Monsieur Kechiche a déclaré qu'il invitait Ophélie Beau à la table de montage pour lui signifier précisément ce qui choque sa pudeur et l'engage, dans la mesure du possible, à éliminer dans le montage du film les plans qui la gêneraient encore. Voilà, donc Abdelatif Kechiche a fait un geste en faveur de l'actrice, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu limite. Sachant donc ça veut clairement dire de 1 que à Cannes a été diffusée une version non approuvée par les acteurs, de 2 que à Cannes a été diffusée une version de montage, donc ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, une version de travail. Plus qu'on ne le pense. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de 3, le film n'a toujours pas de date de sortie en salle, parce qu'il n'est pas fini en fait. Donc peut-être que pour Cannes 2020, il y aura peut-être la version finale. Alors, en tout cas, de ce qui semble se dessiner, c'est que quand le film sortira, il y aura une version salle, parce qu'il faut savoir que la version projetée à Cannes faisait près de 4 heures. Ouais. Oh, c'est pas beaucoup. Et donc, il y aurait une version, on va dire, un peu raccourcie pour les salles, et une version complète après en Blu-ray. Donc on pourrait avoir 20 minutes de Cuny en Blu-ray. Et surtout, apparemment, il y a, en fait, c'est peut-être apparemment la prouesse technique du film, c'est que, en fait, 2 heures du film se passent exclusivement en boîte de nuit. Et apparemment, il paraîtrait, enfin, toute polémique à part, évidemment, etc., il paraîtrait que c'est assez dingue, quoi. Oui, il paraît surtout qu'il se passe pas grand-chose. Ah,
à part du cul. Ah. Ouais, donc, bon. Donc c'est à voir. Après, moi, j'avoue ne pas porter Keshi dans mon cœur spécialement. Ouais. Donc bon. Mais de toute manière, ce serait pas le moment de parler un petit peu de cul, hein? Oh là. Quelle transition. Ah bah t'as vu ça? Oh. Eh. Des mois de préparation sur ces transitions-là. Hein. C'est pas possible. Oui, alors donc nous enregistrons, nous sommes jeudi, nous sommes dans l'après-midi. Nous sommes le 13 février. Nous sommes le 13 février au moment où nous enregistrons. Demain, c'est un événement majeur pour tous les célibataires du monde. C'est vendredi. C'est vendredi, voilà, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. C'est le jour où on peut s'en murger une après le boulot. C'est ça, oui, bah, comme beaucoup de monde. Mais bon, non, il y a un autre événement, c'est la Saint-Valentin. N'oubliez pas de fêter la bonne fête si vous nous écoutez dans les temps pour la Saint-Valentin. Donc voilà, donc c'est bon, j'avais précisé que c'était la news un peu cul. Donc c'est Pornhub qui pour la Saint-Valentin propose deux choses. Donc c'est une double news venant de Pornhub. Vous avez de la chance, les petits coquinous. La première chose, c'est Pornhub qui propose des vidéos personnalisées pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc voilà, donc c'est un générateur de vidéos où vous pouvez sélectionner ce qui fera le plus plaisir à votre ou à vos aimés. Hein. Soyons fous. Voilà, donc c'est un générateur de. Alors c'est pas vraiment des vidéos personnelles. Enfin c'est un montage personnalisé. On va plutôt dire ça comme ça. Mettant les meilleurs moments de ce que vous préférez. Ah, j'en perds mes mots. Voilà, donc c'est Pornhub. Et Pornhub aussi a décidé d'offrir un accès premium à tous les célibataires ce jour-là, histoire que personne ne s'ennuie. Histoire que personne ne s'ennuie, histoire que non mais j'ai envie d'être sale. Parce que c'est que des mots sales qui me viennent. C'est histoire que les gens se vident ou histoire que voilà. L'histoire de dégorger le poireau. Enfin, j'ai que des mots sales, je n'arrive pas à le dire proprement. Est-ce que tu sais comment le dire proprement? Alors, disons que le 15 janvier, il y aura beaucoup de gens chez le kiné pour les foulures du poignet droit. Alors, le 14 février. Le 15 février. Oui. Tu as dit janvier. Ah. Voilà. C'est la fatigue. Hein. Ouais, tout va bien, nous sommes au Coca. C'est une honte. Ah ouais, c'est une honte. Ouais, c'est honteux. Alors... je crois que c'est tout pour les news. C'est tout. C'est tout. Non. À moins que vous vouliez aussi savoir ce que j'ai mangé hier, mais... Ah, mais tu as mangé quoi hier? Des haricots verts avec une merguez. C'est la fête à la saucisse. C'est la fête à la saucisse. Comment tu peux enchaîner sur Pornhub avec ça? En étant sérieux. Non, bon. C'est le moment de faire un peu de sortie de projo, donc je n'ai toujours pas de jingle pour ça, faut que j'en trouve un. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'ailleurs comme jingle? Moi je propose ça. Hein. Ouais. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Oui, pardon. Alors, qu'est-ce que Jérémy, qu'as-tu vu en ce moment? Alors c'est sorti il y a une dizaine de jours maintenant. En tout cas la deuxième moitié de la saison 6 de BoJack Horseman. Ah, très bonne série. Très bonne série, donc qui se conclut définitivement avec cette 6e saison, composée de 16 épisodes. Une première moitié était sortie à l'automne, et la deuxième moitié a été mise sur Netflix là, au 31 janvier. Voilà tout. Donc, écoutez, que dire sans trop vous déflorer cette saison. Déflorer, vas-y. Voilà, on avait laissé à la fin de la saison 5 BoJack complètement au fond du trou et qui partait en cure de désintox. Oui. Donc cette saison 6 se concentre, on va dire, sur sa guérison et ses tentatives de devenir enfin une personne correcte et stable, mais qui vont rapidement être mises à mal par des journalistes un peu fouineurs. Voilà. Et donc, que dire si ce n'est que c'est toujours aussi bien écrit. C'est vraiment une série qui s'est bonifiée avec le temps, en fait. Qui s'est améliorée dans sa qualité d'écriture depuis la saison 1. Qui n'était pas forcément facile à appréhender au départ, mais qui petit à petit vraiment se révèle
Mais ce qui est bien, enfin, je n'ai pas fini de voir la série, mais dans cette dernière saison, il y a une critique assez virulente quand même du milieu hollywoodien, qui ne peut pas se passer d'assistant. Oui. Il y a plusieurs épisodes sur le sujet. Mais je te rejoins sur le fait que c'est une série qui va marquer quand même, et d'ailleurs qui rejoint un peu notre sujet du jour d'ailleurs. Alors, Dans un épisode en tout cas. dans un épisode, oui, puisque Rian Johnson a fait une voix, c'est ça? Il a fait une voix. Voilà. D'accord. Mais c'est tout, il a fait que ça. En tout cas, voilà, donc cette 6e saison aussi marque de vraies évolutions chez les personnages. Et une fin pareille qui n'est, comment dire, pas une fin définitive, mais qui est une conclusion un peu douce amère, mine de rien. Voilà, on a vraiment des personnages qui ont évolué. On a un Bojack qui doit faire face. Et voilà, donc tout ça crée un petit fatras qu'on va vous laisser découvrir, mais qui vraiment conclut bien cette saison. On peut soupçonner que c'est volontairement un peu ouvert à la fin. Pour laisser place à l'imagination. À l'imagination, oui, ou à la suite. Oh, non, ils vont pas faire ça. J'espère pas, non, mais voilà, il faut pas s'attendre à une fin entre guillemets, où hop, ça y est, tout est résolu et on conclut tout et après c'est fermé machin. J'ai envie de dire, c'est presque une fin de saison normale, sauf que on comprend que c'est aussi la fin. This is the end, my only friend again. Ouais, donc BoJack Horseman qui est conseillé par nous deux, hein, d'ailleurs, parce que c'est une très bonne série. Pour un public un peu adulte quand même. Hein. Ah oui, on est adulte ? Non, je crois pas. En âge. En âge, oui. Je ne sais pas. Oh, vas-y, hein. Je transpire un peu, mais quand même, s'il te plaît. Voilà, j'avais le doigt sur la batterie, je ne l'ai pas lancé, je réfléchis puis je vous lirai après. Film suivant. Non mais finalement je l'ai lancé, vas-y. Ce sera le jingle improvisé en attendant d'avoir un vrai jingle. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a vu en partie Jojo Rabbit. Oui, alors on va peut-être en parler à un autre numéro, on va peut-être essayer de le revoir parce que... Dans des bonnes conditions. Parce qu'on s'est endormis. On s'est endormis tous les deux, mais pourtant on n'était pas à la même séance. Et pas au même moment. Et on dit pas ça forcément à cause du film, c'est juste à cause de notre état en fait, de fatigue. Tout simplement. Mais drogue, alcool, cannabis, prostituée. Non, mais ça attaque les gens quand même. Non, mais on va pas parler de Jojo Rabbit, on va parler de Birds of Prey. Birds of Prey, oui. Film de Cassie Yan. Donc un film Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Non, pardon, Harley Quinn de Birds of Prey. Oui, bon. Birds of Prey, donc avec Margot Robbie toujours dans le rôle titre. Quelles sont les autres actrices d'ailleurs ? J'ai oublié leur nom. Marie-Elisabeth Winstead. Oui, titre. Vas-y. Là, je suis désolé, mais tu mérites un Christophe Lambert. Je mérite un Christophe Lambert. Non. Merci. Pardon. Non, pas pardon. Donc, Birds of Prey qui raconte en fait l'émancipation d'Harley Quinn. On se souvient tous, enfin, si jamais vous n'avez pas trop été endommagé du cerveau après Suicide Squad, que le Joker la quitte. Et donc, c'est un peu la renaissance d'Harley Quinn, qui annonce au monde sa rupture avec le Joker et qui décide d'agir en son nom et de s'émanciper, comme le disait le titre original de l'histoire. Alors, comment dire ? Ah oui, donc dans les autres actrices, donc au cours de l'intrigue, donc Harley Quinn va devoir faire face à un grand méchant. Qui est joué par Ewan McGregor. Voilà, Black Mask. Et pour y faire face, va finir par se joindre ses forces avec Huntress, donc jouée par Marie-Elisabeth Winstead, une tueuse spécialiste de l'arbalète, avec Black Canary, joué par Johnny Smollett. Johnny Smollett, alors hop, on va...
Ah non, bah non, ça marche pas. J'essaie de faire des trucs, ça marche pas. Johnny Smollett Bell, Voilà, qui est une actrice américaine. Johnny Smollett Bell, donc qui est chanteuse à la base dans le cabaret d'Evan McGregor dans le film, et qui va révéler un pouvoir inattendu, et qui, accessoirement, sait botter des culs. Ah bah, en général, c'est mieux pour les super-héroïnes. Voilà. Alors, c'est pas des super-héroïnes en mode super pouvoir, à part effectivement, Black Canary qui révèle un pouvoir caché. Huntress, c'est que des armes. Harley Quinn, c'est que des gadgets et des armes. Et la quatrième de la bande, c'est donc l'actrice Rosie Perez qui joue le rôle d'un policier, le détective Montoya. Et qui va se retrouver, qui va passer d'enquêtrice sur l'histoire à finalement rejoindre à la fin le gang. Donc grosso modo, Harley Quinn devient, maintenant qu'elle n'est plus protégée par le Joker, devient la cible de tout le monde. Tout le monde veut prendre sa revanche parce qu'elle a énervé un peu tout le monde. Elle est un peu énervante aussi, faut être honnête. Et qui va se retrouver mêlée à une histoire de diamants. Et donc va protéger une jeune fille qui va être poursuivie par Black Canary, qui accessoirement en a aussi après Harley Quinn. Allô, allô ? Oui, ça marche toujours. Alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que... Alors, bon, est-ce qu'on met les deux pieds dans le plat en parlant d'indigence ou pas du tout ? Pour le film ? Oui. Alors... indigence, non ? Comment dire ? Gence. J'ai lu quelque part un moment quelqu'un qui avait dit quelque chose qui s'applique un peu au film. Effectivement, c'est meilleur que Suicide Squad, mais c'est pas parce que ton caca sent meilleur que c'est plus du caca. Ouais, ok, d'accord. Ça le mérite d'être clair. Voilà, concrètement, on nous vend un film comme d'habitude badass, girl power, etc. Effectivement, c'est un peu plus girl power, par exemple, qu'un Wonder Woman, où on nous vend ça pareil comme un film féministe, alors qu'au final, elle est toujours affublée de Steve, et c'est Steve qui sauve le monde à la fin. Donc c'est un peu compliqué de nous dire que c'est un film féministe pour au final attribuer le geste théorique final à un homme. Voilà, surtout que pour le coup, Gal Gadot aussi, elle tenait la route, quoi. Oui. Et là, pour le coup, badass, non. C'est un peu comme c'est assez mou en fait, c'est très mou. C'est pareil, on nous présente sans arrêt soi-disant que c'est un peu comme Suicide Squad, c'est censé être des super méchants. Et qu'est-ce qu'ils font de pire dans Suicide Squad ? Ils cassent une vitre d'un magasin pour voler un blouson. C'est horrible. Et voilà, avec la fameuse réplique We are bad guys, that's what we do, de Harley Quinn justement. Ouais. Donc là, on est un peu pareil sur cette ligne-là, en mode en fait, non, c'est pas des méchantes, c'est pas des tueuses, enfin, c'est des cœurs d'or, quoi. C'est des gentils. Mais non, c'est des gentils. Et surtout, en fait, le truc absolument insupportable, c'est que le film est quasi exclusivement à 90% de la voix off qui commente. Et c'est un vrai problème. Je veux dire, le film est déjà pas très péchu. En plus de ça, on entend donc la voix d'Harley Quinn sans arrêt, quasiment non-stop, qui commente tout, voilà, qui narre son histoire en fait. Oui, mais je pense qu'ils ont voulu essayer de faire comme dans Deadpool. Deadpool avec un rythme soutenu, avec des blagues faites en hors-champ, avec une espèce de... où il brisait le quatrième mur. Mais c'est... Sauf qu'ils n'y parviennent pas. Je veux dire, et on peut pas dire que ce soit dû au talent des actrices, mais au final, du coup, ça devient, ça devient en fait très énervant. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un vous parlait dans l'oreille pendant 2 heures non-stop, pour vous raconter en plus avec une voix un peu perchée, exactement ce que vous êtes en train de voir à l'écran. D'accord. Donc Birds of Prey, bande mou. C'est un peu ça. Et vous fait débander. Et une fois encore, c'est pas forcément un problème d'actrice, ce n'est pas un problème forcément de réal, même si ça pourrait être mieux, même si ça pourrait être... Il y a quelques scènes, au final, quelques effets assez jolis, mais qui sont assez... Enfin voilà, il y a quelques scènes de combat qui sont plutôt bien chorégraphiées, qui sont plutôt bien mises en scène. Après, c'est pas ouf non plus. Je pense que c'est vraiment un gros problème d'écriture et de rythme. Est-ce qu'il faut parler aussi que Margot Robbie est aussi la productrice de ce film et que ce ne serait pas non plus un hasard qu'elle essaye de faire perdurer ce rôle-là
Elle compte sur ce rôle-là pour rester sur le devant de la scène. Est-ce que c'est pas une possibilité? Aucune idée. Honnêtement, je me suis pas penché dans les quiz du film, c'était déjà assez dur. C'était déjà assez dur à regarder. Ouais. Ouais, ok, donc on ne conseille pas. Pas vraiment, non. Ou Pas alors vraiment. on attend qu'il soit diffusé sur TF1. C'est ça. Voilà. Non, ne regardez pas TF1. Alors, dans les autres sorties de la semaine, on a la double vie de. Non, Dernière vie. la dernière vie, la double vie de Simon. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais la fatigue, je vous le dis, la fatigue. double vie de Simon Jérémy. Red is dead. Two. Non, mais alors, un petit film français sympathique que je vais conseiller tout de suite. Hein, on va pas partir par quatre chemins. Alors, De toute façon, il met tous à Rome. ouais, c'est ça. Alors, que vous dire Merci. Ouais, non, mais merci, non, mais c'est clairement la preuve que du cinéma français, du bon cinéma français fantastique existe en France. Donc, mais ça, si c'est, je l'ai déjà dit à plusieurs podcasts, on a on a du talent en France. Il faut juste l'exploiter. Donc là, c'est de Léo Carman. Donc pas de Sam Carman, hein, comme j'ai fait la blague hors antenne. Donc c'est de Léo Carman. C'est un petit film. Non, c'est bien filmé, bien joué. Tous les acteurs sont au diapason. La réalisation est plutôt classique. On va pas non plus. Il n'y a pas d'effet de style comme on peut en voir. On reprochera peut-être des petites scories dans l'histoire, des effets de comment dire, ou comme dans tous les bons films français, il faut qu'on parle sur un truc policier à un moment avec un mort. Mais enfin bon. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de mais bon que je donne dans une phrase. Il va falloir que je travaille ça. Non, mais je vous le conseille. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche sur ce film depuis un moment. Donc, c'est la dernière vie de Simon. On va regarder tout ça tout de suite ensemble. Donc, c'est. Alors, hop, parce que j'ai paumé le nom des acteurs qui ont joué dedans. Donc, il y a Camille Clarisse, donc, qui est excellente. Mais bon, c'est que des acteurs qui, pour moi, ne sont pas très connus. Benjamin Voisin, Camille Clarisse et Martin Carman. Oh, Martin Carman, c'est qui? Est-ce que ce ne serait pas de la famille? Non, il n'aurait pas osé. Voilà, non, je vous le conseille tous. Ça dure 1h40. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux. C'est sûrement ce qui est sorti le mieux ces derniers temps en France. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu as envie de le voir ou pas? Peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc moi je le conseille. Ça... Benjamin Voisin, qui n'est pas connu, mais qu'on commence à voir là dans plusieurs films qui sont en train de sortir. Donc peut-être un futur du cinéma. Un futur, donc non, mais je le conseille, tout comme, alors moi ça m'a fait penser à Benjamin n'a pas d'écailles. Est-ce que ça te parle? Vincent n'a pas d'écailles. Vincent ou Thomas n'a pas d'écailles. Vincent n'a pas d'écailles. Vincent n'a pas d'écailles, qui était un peu dans le même rythme, non, c'était encore plus lancinant, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais ça m'a fait un peu penser à ça dans certaines images. Mais c'est bien filmé. D'accord. Autre sortie cinéma? Autre sortie, alors un peu plus ancienne celle-là, Swallow de Carlo Mirabella Davis. Ah oui. Qui avait été projeté à l'Étrange Festival. Oui. Avec Hayley Bennett dans le rôle principal. Qui parle d'une maladie assez méconnue qui s'appelle le Pika. Donc non, ce n'est pas un Pokémon. Pika. Ouais, j'en étais sûr. Voilà. Pardon. Ah. Non, mais... Ça lag les jingles aujourd'hui. Je vais essayer de resserrer ça, mais c'est pas gagné. Et donc, cette maladie consiste à avaler absolument tout et n'importe quoi, y compris les choses dangereuses pour son corps. Avaler tout et n'importe quoi. Attends, sur Pornhub, il y a pas un truc là-dessus? Donc là, je te laisse faire. Voilà, et donc là on suit donc l'histoire d'une femme entre guillemets
au foyer, voilà, qui a fait un bon mariage d'un homme très riche et qui passe grosso modo ses journées à la maison à s'ennuyer. Et lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle développe ce trouble où elle va commencer à avaler des clous, des trombones, des choses comme ça, jusqu'à se mettre sa vie en danger, et qui vont révéler un peu un traumatisme enfoui et caché. Alors ça avait été projeté à l'Étrange Festival, il avait plutôt eu de bons échos. C'est vrai qu'en allant le voir, on pourrait s'attendre à quelque chose de trash, mais c'est traité plutôt avec candeur. Voilà, c'est pas voyeuriste, c'est pas un film choc entre guillemets. C'est vraiment sur ça se focalise sur son personnage et la découverte de cette maladie et le pourquoi de son trauma et comment elle le résout. D'accord, donc c'est un film avec beaucoup de candeur, sachant que la candeur, c'est passé. Nous sommes d'accord. Merci. Voilà. Est-ce que tu as d'autres sorties ? J'ai pas forcément d'autres sorties, mais je peux vous conseiller, il y a un festival qui a lieu en ce moment, qui a commencé samedi dernier, qui est le tout petit festival qui est au Forum des Images actuellement. Donc c'est des séances pour des enfants à partir de 18 mois. Oui, ça va de 18 mois à 4 ans. C'est des programmes courts, donc la plupart des séances, c'est un ensemble de courts-métrages dont la séance ne dure pas plus de 50 minutes. C'est très didactique, c'est très bien pour les enfants. Là, je peux citer par exemple une séance qui s'appelle Sous l'océan, sur un ensemble de courts-métrages à propos de baleines, de dauphins, de poissons. C'est très très bien pour les petits-enfants. Ce sont des films qui sont diffusés à chaque fois 2 fois par jour. Une séance vers 10h30, une séance vers 16h30 par là. La plupart sont aussi accompagnés par un orchestre, par des musicos sur scène. Ça permet aussi aux enfants de découvrir aussi la musique, de pouvoir discuter et de dire tiens, il y a une guitare, là il y a un clavier, là il y a une batterie. Donc c'est une batterie. Une batterie. Ah oui, non, j'étais pas prêt, les gars. Merci. Voilà. Donc c'est une initiative que je partage et que je conseille à tous. Et puis ça permet surtout d'amener vos gamins en salle et de commencer très tôt à faire leur culture cinématographique. Et c'est sponsorisé par Minumati. Oh, mon Dieu. Non mais voilà. Ça méritait pas un Christophe Lambert celle-là ? Non. C'est une demi-blague. Oui, non, c'est moi qui ai le doigt dessus. Titre. Oh, le Saint-Valentin, c'est demain. Dernière sortie ciné, donc 2 films pour conclure. Le voyage du Docteur Dolittle. Ah oui, non, oui. Là, j'ai vu aussi. Tu veux vraiment en parler ? Comment dire, on peut pas dire que ce soit... Enfin, c'est pour enfants, en fait. On n'est pas le public et clairement, je suis en train de me tâter pour savoir si ma fille de 3 ans ne serait pas plus le public visé que moi. Ça fait, oui, il y a pas mal de choses. Ça se voit dans la caractérisation des personnages, leurs relations, ou qu'effectivement, on est vraiment dans un film qui s'adresse aux enfants. Et voilà, rendez-nous Eddie Murphy. C'est vrai qu'il y a Dr. Dolittle 2 était très bien, je suis désolé. Voilà. Et Dr. Dolittle 3. Et pour finir, donc The Gentleman de Guy Ritchie. Je ne l'ai pas vu. je te laisse faire. Donc que dire, alors c'est comme à chaque fois qu'un nouveau Guy Ritchie sort, on nous vend ça comme le retour aux sources de Guy Ritchie. C'est un film plutôt sympa. Voilà, le casting est très cool, je veux dire, entre Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding. Alors moi j'ai juste une question, est-ce qu'il y a des filtres sur les images ? Pas tant que ça, non. Non, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un vrai Guy Ritchie alors ? T'es sûr ? Bonne question. Parce que là on se doute là. En tout cas, il retourne entre guillemets à l'univers des gangsters après l'avoir délaissé pour Sherlock Holmes, Le Roi Arthur et je crois Aladdin. Oui, c'est lui. D'ailleurs, on l'a pas fait dans les news, mais Aladdin 2 est en préparation. Et qui ne sera pas une suite, qui ne sera pas l'adaptation du Retour de Jafar, pour les connaisseurs Disney. Mais est-ce que ce sera un remake de Aladdin 2 avec Kevin Adams ?
Non, ils vont parler de Cendrillon. Donc voilà, alors on nous le vend comme un retour aux sources. Oui, alors on n'est pas sur un rythme aussi effréné, mais on retrouve effectivement certains tics, on va dire. Voilà, les montages un peu rapides, en mode ils servent une bière, ils discutent, le bon mot, les beaux accents, les costumes en tweed et compagnie. Euh, Il y a eu un article sur Slate, grosso modo, qui faisait état que ce film était un film raciste et d'homme blanc. Alors, raciste, j'irai pas jusque-là. D'homme blanc, par contre, oui, dans le sens où très clairement, c'est voilà, c'est le film pour voilà, c'est comment dire. On est sur du cinéma à l'ancienne. On sent une certaine nostalgie d'un certain type de film de gangster qui est à la fois un film entre guillemets un film de potes, voilà. Ouais, mais la bonne question, c'est est-ce que, par exemple, des films comme Selma et Queen, est-ce que ce ne serait pas des films racistes non, ou alors, parce qu'il y a eu toute une polémique à propos de Friends, il n'y a pas longtemps Oui. qui est sorti sur les réseaux, comme quoi Ross, enfin le personnage de Ross avait un peu forcé pour qu'il y ait des personnages noirs un peu dans la série, sachant qu'effectivement c'est que des blancs, mais des blancs à Manhattan, à New York, il y a plus il y a plus de blancs que de noirs, donc c'est normal que ce soit blanc. Et personne n'a gueulé quand le prince de Bel-Air était intégralement noir. Mm. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnages blancs dans le Prince de Bel-Air. Enfin, j'en ai pas souvenir. Je sais pas. Je ne sais pas pour toi. Donc, du coup, est-ce qu'il faut Alors, vraiment de la mixité dans toutes les séries? alors, c'est pas, j'abordais pas ça en fait sous l'angle polémique, mais simplement pour comment dire, évoquer le fait que voilà on sent qu'on est quand même sur une réalisation un peu comment dire de cinéma nostalgique. Dans le sens où effectivement aujourd'hui on a tendance à catégoriser, on va dire par public, pour rester vague et poli. Oui, oui. Et là on est vraiment, le film aurait pu sortir dans les années 90 sans que ce papier sorte en fait. Et sans que ça pose problème. Et C'est voilà. Et donc voilà, effectivement, c'est en fait voilà, c'est un film des années 90 qui est plutôt sympa. Je veux dire, il n'y a pas de entre guillemets de gros rebondissements en mode comme dans Snatch ou Arnaque crime Mhm. botanique où ils cherchent à nous retourner le cerveau à la fin. Il y a des rebondissements réguliers pour autant. Il y a des petites surprises. Voilà, c'est vraiment on se dit voilà, c'est quand on sort vraiment ce qu'on dit c'est c'était cool quoi. D'accord. Moi, je me souviens de l'affiche de The Gentleman. Et ce qui m'a fait un peu peur et ce qui m'a empêché un peu d'y aller, Mhm. je l'avoue, c'est l'utilisation de la même typographie que celle de Kingsman. Sur les affiches. Alors, est-ce que la com autour du film est bonne? Bonne question. Honnêtement, j'ai pas voilà, Ah, même, mais moi c'est exactement ça. C'est que quand j'ai vu l'affiche, c'était exactement la même typo. En plus, sur fond blanc. Donc, Oui, alors non, parce que ça n'a rien à voir avec Kingsman. oui, Kingsman mais est beaucoup plus moderne dans son approche. Là, on est vraiment, grosso modo, enfin, oui, mais moi je ne parle que de com. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je parle pas du tout parce que effectivement, Mais du coup, non, c'est pas adapté parce voilà. que, comment dire, Kingsman en tant que tel est un peu plus dingo, on va dire, Enfin, un peu plus déluré dans l'approche. The Gentleman est plutôt classique. Là où, alors, The Gentleman, pour raconter un peu l'histoire, c'est entre guillemets un baron de la drogue, voilà, de cannabis, hein, pas d'héroïne, et ça a son importance dans l'histoire, qui cherche à passer la main. Et donc, ce faisant, on va attirer les convoitises et les tentatives d'entourloupe des concurrents. Et donc, voilà, on va suivre cette histoire de ce baron joué donc par Matthew McConaughey, Mickey Pearson, et son fidèle acolyte, Charlie Hunnam. Voilà, pour déjouer un peu tout ça et les tentatives d'esbrouf dont ils sont victimes, et notamment un personnage de journaliste un peu filou joué par Hugh Grant. Hugh Grant. Hugh Grant, oui. Hugh Grant. Hugh Grant, Colin Farrell au casting. Ah. C'est lui qui est visé pour les soi-disant propos racistes du film. Pas en tant que personne, mais son personnage. Oui, mais enfin bon, si on commence à s'en prendre au personnage, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de personnage raciste. C'est quoi cette histoire? Je veux ma bio sur Hitler. Je veux, s'il vous plaît. Point Godwin, c'est bon, c'est bon, c'est fait.
Bon, donc tu conseilles ou tu conseilles pas? Plutôt, oui. Voilà. D'accord. En tout cas, si vous êtes aficionados de Guy Ritchie, je veux dire, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas fan du bonhomme ou des acteurs, vous passerez pas spécialement un bon moment, quoi. Donc, Vous allez souffrir, c'est ça? il est moins énervé que les autres en fait de films. Il est plus posé. Il est plus posé. Ouais, non, donc tu conseilles. D'accord. Hop là, je suis à la recherche de mon. Voilà. Donc, est-ce qu'il serait pas par hasard temps d'aller vers notre sujet du jour? Il est venu le temps des cathédrales. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Les pauvres. Pardon. Alors, donc, le thème du jour, nous allons vous parler de Rire et chanson. Ah non, non, celle-là, voilà. Merci. Non, je ne peux pas passer. Un jour, il va falloir que je réussisse à combiner les deux en même temps. C'est-à-dire faire le rire et la son de batterie. Mais bon, ce sera quand j'aurai fini tous les autres jingles. Alors, donc Ryan Johnson, qui est Ryan Johnson? Ryan Johnson. Riant en chanson. Voilà, rire et chanson. Voilà. Tu me lances aussi. Voilà. Donc c'est un Réalisateur américain. Voilà, né en 1973 dans le Maryland, aux États-Unis. Le 17 décembre. Le 17 décembre, tout à fait. Soyons précis. Tout à fait. Soyons précis. C'est aussi un scénariste. Un monteur. Mm. Un très bon monteur. On va peut-être en reparler vite fait après de son travail de montant, Yves Montand, de montage, parce qu'il y a quand même une excellente série B que j'adore, qui a été montée par lui, enfin co-montée par lui, parce qu'il y a 3 noms au générique, qui est May. May de Lucky McKee. Voilà. Je crois que c'est pas le premier film de Lucky McKee, ça, mais. Si, je crois. Si, c'est le premier. Ouais. C'est le premier et le meilleur. Voilà. Je pose ça comme ça. Voilà. Le meilleur. avec Angela Bettis. Je vous le conseille à tous. Voilà. Alors, Ryan Johnson, donc pourquoi on a choisi Ryan Johnson? C'est vrai que il a fait parler un peu de lui dernièrement, ces dernières années. Il a commencé à prendre un peu d'envergure. D'abord en étant le scénariste et réalisateur du 8e épisode de Star Wars. Oui. Le meilleur. Et aussi par la très bonne surprise de fin d'année qui a été délivrée au mois de décembre et qui a fini au final dans les top 3 de beaucoup de monde, à couteau tiré. À couteau tiré, donc il était peut-être temps de s'intéresser à un réalisateur prolixe, enfin pas prolixe, mais talentueux, actuel. Et chose très rare aujourd'hui, et c'est pour ça que je l'ai mentionné, il scénarise tous ses films. Oui, c'est un artiste complet. Donc il scénarise, parfois il monte même ses films. Il a été acteur, enfin de petits rôles, hein, oui. C'est des caméos. Il était producteur aussi. Enfin bon. Donc, est-ce que nous faisons par ordre chronologique? De quoi Allons-y. Alors, moi j'ai noté en premier ordre est-ce qu'on commence par ses courts-métrages? Allons-y, vas-y, exprime-toi. Son premier court-métrage s'appelle Ninja Ko's Origami Master. Alors, c'est. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en parler parce qu'on va pas forcément vous donner envie de voir ça. Parce que, bon, c'est disponible sur YouTube. Voilà, c'est gratuitement sur YouTube. Ça fait mal aux yeux. On sent vraiment que c'est le début. C'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur court-métrage. On sent le délire entre potes. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi ça atterrit sur sa fiche IMDb. Voilà, donc ça dure 5 minutes, c'est parfaitement oubliable, mais bon, il fallait quand même le mentionner, parce que je me le suis tapé. Ensuite, alors, nous étions en 90, en 95, là on va faire rapidement, parce que là c'est plein de trucs qui sont pas forcément importants. Il était dans la production du film Omaha The Movie. Qui est un film qui a été diffusé à plusieurs reprises sur la Sundance Channel. Je ne sais pas si je prononce bien.
Donc c'est un film donc je n'ai pu voir que des extraits parce que le prix du DVD coûte une blinde actuellement parce que c'est super rare. Euh, bon, c'est pas très intéressant, c'est assez mal filmé. On est vraiment aussi sur les films de jeunesse. Donc de toute façon, il a été que production assistant. Donc zappons ça tout de suite. En 97, il nous tourne un nouveau cours. Alors cette fois-ci qui est beaucoup plus drôle et que je vous conseille un peu plus, qui est Evil Demon Golf Ball from Hell. Voilà, donc on est sur une balle de golf rebondissante. Donc déjà, voilà, qui suit un petit voleur à la petite semelle comme si c'était sa conscience et qui lui rappelle que c'est un voleur. Voilà, donc c'est assez drôle, c'est sympathique. Là on est sur du bon court métrage. Ça fait encore un peu court métrage d'étudiant, je le cache pas. Mais bon, celui-là aussi est disponible sur YouTube gratuitement. Donc courez-y, ça dure je crois aussi 5 minutes pareil, hein, donc ça ne mange pas de pain, c'est très bon. Ensuite, 97 toujours, Greater Than a Tiger. Greater Than a Tiger, qui n'est pas un court métrage de lui, mais un court métrage monté par lui, parce qui n'est pas une chanson dans Rocky. Non, c'est pas une chanson dans Rocky. Donc là, on augmente un petit peu le level en termes de production design. Comment vous dire? Non, voilà. C'est assez. Portrait de l'adolescence en une dizaine de minutes. Voilà. Non, mais je fais assez rapidement sur ces films-là parce que c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Et donc là, on est aussi sur du film quasiment étudiant où on sent qu'il a voulu aider ses potes à tourner, ce qui va avoir peut-être son importance plus tard. Ensuite, en 98, Fifoutima. Il est aussi. Il est. Non, alors, je suis en train de chercher. Voilà, donc il est en tant qu'opérateur caméra sur ce court métrage. Alors, disponible uniquement en partie sur les réseaux. Je n'ai pas pu le voir en entier, donc c'est compliqué à vous donner un avis. On est plus proche du cinéma expérimental. Voilà. Donc, là, je suis en train de speeder un max pour arriver au film. Il y a Jérémy qui est à côté de moi, il en peut plus parce que il en peut plus. Ah, vas-y, arrive à Brick, s'il te plaît. Fukushima. Ensuite, en 2001, Ben Boyer and the Phenomenology of Automobile Marketing, qui est c'est un spot c'est une espèce de spot publicitaire pour un concours. Qu'il a rendu disponible c'est disponible sur Vimeo. Alors si vous allez sur Vimeo, RC Johnson, c'est la page Vimeo de Ryan Johnson. Donc Ryan Craig Johnson. Voilà, RC Johnson. Donc vous pouvez donc une partie des courts métrages ils sont disponibles à partir de là. Donc alors comment vous dire, c'est une voix off sur des images d'automobile. C'est un petit peu tordu, on est dans le cinéma expérimental, je vous le conseille. Donc c'est assez passionnant. Ensuite, en 2002, on est sur Psychology of Dream Analysis, qui est un court-métrage qu'il a réalisé aussi, qui est disponible sur sa page Vimeo. Là, nous sommes sur l'histoire d'une fille qui rêve, qui rêve de l'amour, enfin qui se projette dans une personne qu'elle croise, qu'elle pense aimer. Ça dure une dizaine de minutes, c'est pas inintéressant non plus. Bon, c'est un peu plus long, on voit un peu plus le temps passer, mais bon. Je vous le conseille aussi. Et puis là, on commence à entrer dans le vif du sujet. En 2002, même année, en 2002, il est co-monteur sur le film May. Donc May de Lucky McKee. Alors, tu l'as vu, May? Non. J'ai vu les autres Lucky McKee, mais j'ai pas vu May. Ah, voilà.
Alors, bon, alors, mais qui est une version moderne de Frankenstein, on va dire ça comme ça, avec Angela Bettis, sublime Angela Oui. Bettis, je suis amoureux. J'espère que ma femme m'entend pas. Euh, voilà. Donc c'est une version moderne donc c'est l'histoire d'une fille qui est un petit peu tordue et qui décide de se créer son amant idéal, un mec pas trop chiant. Pensez-y les filles pour la Saint-Valentin. Euh, J'adore donner pas des bonnes idées. Euh, Et Vas-y. non, non, Voilà. Et enfin, nous atterrissons dans son premier film qui s'appelle Brick. Alors, Vas-y. avant, pour faire quand même restituer un peu par rapport au parcours du bonhomme, Ryan Johnson, donc, il sort diplômé de l'Université de Californie du Sud, donc de l'école de cinéma de cette université en 96. Donc, il a déjà réalisé une partie de ses courts-métrages pendant le cursus. Il continue après, à la sortie de la fac, à faire ses courts-métrages. En parallèle, il travaille dans une école pour enfants sourds et puis il est aussi embauché par Disney Channel. Très, très bonne école Disney Channel. Voilà. Et donc, en parallèle, il commence à gratter en fait le scénario de son premier film, qui sera plus tard Brick, sauf que il n'a pas encore l'argent pour le faire. Donc, en attendant, il se retrouve sur May. Mm. Et ce n'est que 3 ans après la sortie de May où, avec l'aide de sa famille, il va rassembler un budget rikiki, 450 000 $, pour faire Brick. Oui, donc bon, le film, on sent qu'on est encore un petit peu sur du film étudiant et du film fauché, mais le montage, mais certains plans de caméra, je me souviens de plans décadrés au ras du sol avec le personnage principal qui part au loin. Là, on est sur on est sur quelque chose. On est sur un réalisateur qui cherche à prouver ses capacités. Et qui le fait de fort belle manière d'ailleurs. Oui, en fait, donc faute de budget, il faut savoir qu'il tourne Brick en décor naturel dans sa ville natale. Donc Brick, pour raconter juste très rapidement l'histoire, c'est un étudiant, un lycéen, Joseph Gordon-Levitt. Dans ses premiers rôles. Hein, Oui, dans un de ses premiers rôles, oui. Peut-être pas le tout premier, mais en tout cas, il n'avait pas encore explosé. Joseph Gordon-Levitt, donc, qui est un lycéen qui apprend que son ex-copine a disparu et décide de partir à sa recherche parce que, comme il y a un peu des histoires il savait qu'elle prenait un peu de la drogue, etc. Voilà, cherche à savoir si elle va bien. Donc, à partir de là, il rencontre évidemment toute une galerie de personnages et essaye de mener son enquête dans un univers un peu, comment dire, un peu spécial quand même. un parce peu que spécial. Ils sont tous un peu spé là-bas. Ils sont tous un peu spé. Alors, comment dire, donc, décor entièrement naturel, pas d'effets spéciaux. Que des jeunes, Des jeunes. des décors de fac et aussi petite rivière. Voilà, des décors un peu délabrés à vrai dire, mais ça participe un peu à l'ambiance. Comment dire ça? Il y a une ambiance un peu en fait flottante dans le film. Quelque chose d'un peu, on ne sait pas trop où on se situe. On n'est pas totalement dans le thriller, on n'est pas dans le teen movie complètement. On est un peu en charnière comme ça et ça se balade sans arrêt. On est clairement plus sur un film d'ambiance que sur. Oui. Parce que la résolution de l'énigme, en plus, elle est bizarre, on va dire ça comme ça. Parce que on va pas trop déflorer parce qu'on vous le conseille de le voir quand même, Brick, pour ceux qui. Bah oui, on le conseille. Voilà. Ne regarde pas comme ça, on le conseille. Voilà. L'ambiance est particulière. Il y a l'actrice Émilie de Ravin. Je crois que c'est elle, je vérifie parce que c'est ça. J'ai un doute. C'est ça, Emily the Raven. Emily the Raven, qui est sublime. Qui finit dans le ravin, je crois d'ailleurs. Mais sans mauvais jeu de mots, mais. Et si ça se trouve, son nom de scène, c'est grâce à ça. Hein. Attends, il faut que je vérifie ce détail. Alors, Emily de Ravin. Emily the Raven. Qui joue justement la fameuse ex. Alors, hop. Est-ce que non, c'est son vrai nom? Ah mon Dieu.
qui joue la fameuse ex et qu'on reverra Exactement. une espèce de qui est très présente en tout cas la présence est très importante tout au long du film. Oui, et une présence, mais qui n'est pas forcément une présence physique de son personnage. Oui, C'est plutôt son ombre qui plane partout. Voilà, donc, mais c'est parfaitement bien démontré par une réalisation qui est quand même assez intéressante et assez au couteau. En plus, pour un premier film, comparé aux réalisations, donc il y a vraiment un bon qualitatif entre ces courts-métrages précédents et ce film. C'est pour ça que j'adore regarder les courts-métrages avant, parce qu'on voit vraiment l'évolution de carrière d'un réalisateur. Non, mais voilà, mais une ambiance assez spéciale, moi, qui m'a un peu rappelé Under the Silver Lake. Oui, c'est pas faux. Ce truc un peu inclassable qui navigue. Ouais, mais sauf qu'Under the Silver Lake avait quand même plus de budget. Bien sûr, Ouais. et était pour le coup un peu plus chiant. Oui. oui. Mais je ne peux pas mieux répondre. Donc voilà, c'est moins chiant qu'Under the Silver Lake, c'est plus court aussi, pour le coup. C'est peut-être que ça y contribue, justement. Le film, justement, Bricks reçoit le prix spécial du jury pour vision originale au festival de Sundance. Oui. Avec le Sundance, où on retrouve justement Omaha the Movie, voilà. Comme précédemment. Donc, Et il reçoit aussi, donc, pour ce film, un Independent Spirit Award en 2006, le prix John Cassavetes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Voilà, et il reçoit pas mal de distinctions dans la catégorie meilleur, entre guillemets, meilleur espoir de réalisateur, si vous voulez. Supporting Director. Non. Réalisateur de second rôle. non, mais c'est la Caméra d'Or. Enfin, c'est l'équivalent en France de la Caméra d'Or, dans le premier nom, c'est pas ça ? Je ne sais pas. C'est un peu un film de famille aussi. Ah on y retrouve, oui. Parce que la musique est composée par son frère. Et donc voilà, Nathan Johnson. Il a également un autre frère qui s'appelle Aaron Johnson. Alors à ne pas confondre avec Aaron Taylor Johnson de Kick-Ass et compagnie, ce n'est absolument pas la même chose. Et d'ailleurs, tous les trois ont un groupe de musique ensemble. Qui s'appelle Attends, il faut que je retrouve. Qui s'appelle Yorio, attention. Kezak. Est-ce que ce serait pas The Mountain Goats ? Non, pas du tout. Je crois que c'est The Preserves, voilà. The Preserves. Voilà. Parce que The Mountain Goats, on le retrouvera après dans la carrière de Ryan Johnson. Et donc c'est Nathan Johnson qui a composé la bande originale de Brick et aussi du film suivant. Ah. Et donc le frère Aaron, lui, est producteur de musique. D'accord. Bon, alors, réalisation suivante en 2008, deux réalisations. 2 réalisations ? Oui, 2 réalisations. Parce qu'il a aussi fait un clip pour le groupe The Mountain Goats. Voilà. Alors non, j'ai pas pris le son et je viens de me rendre compte que je n'ai pas lancé le son pour Brick, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Comment dire ? Donc un clip, voilà. Non, mais en Mais plus ça fait 2 fois. Il va en faire 2 au cours de sa carrière pour The Mountain Goats et il finira avec LCD Sound System. Je n'arrive plus à parler, mais je n'articule pas. Parce que tu n'as pas de bière dans ton sang. Bah oui, j'ai pas de bière dans mon sang, mais il faut savoir qu'il est au moment où j'enregistre, il est 15h20. Oui. Donc j'hésite fortement à prendre de la bière, sachant que j'étais. Après, il faut aller chercher les enfants. Ah oui, après, il faut aller chercher les enfants. Tout ça. Donc si en plus je ne peux pas, c'est dommage. Plus important que le clip, un deuxième long métrage. Oui, une arnaque presque parfaite. Une arnaque presque parfaite, The Brothers Bloom en VO. Alors, et puis là, je peux lancer la bande-annonce, normalement. Si ça marche. Non, ça va pas. Le ciné était fermé de l'intérieur, l'émission qui lag. Tu m'as retrouvé comment ? Rien de plus simple, on est des frères après tout. Je suis arrivé à la conclusion que tu veux pas te retirer. Tu crois vouloir, mais c'est pas le cas. Titre ? On va où ? Au New Jersey. Donc c'est
c'est un film sur François Fillon. Je vais chercher mon manteau. Pas sur Thierry. Je le fais pour la dernière fois. Dis-toi que c'est le dernier coup qu'on fait ensemble. La plus grande résidence privée de la côte Est, lieu de notre ultime cible. Penelope Stamp a vécu ici toute sa vie. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, au juste? Je collectionne les passe-temps. Waouh. Alors, qui est des nôtres? C'est une artiste en nitroglycérine. Disons que c'est son truc. Conservateur Melville, à votre service. Je croyais pas qu'il était vraiment belge. Je suis pas sûr qu'il le soit. Demain matin, on prend le bateau à vapeur. On se croirait dans un roman d'aventure. Quelle est l'arnaque? Rendez-vous à Saint-Pétersbourg. On organise un faux coup monté dans lequel on finit par tous se faire tuer. Elle prend la voiture, se sauve des Russes imaginaires et on garde l'argent. Combien? 2,5 millions. Steven, t'es un génie. Si on ne veut pas se faire rouler, il faut apprendre à rouler les autres. Elle donne l'impression... Bon, ce qui est génial avec les bandes annonces, c'est que on a toute l'histoire d'un coup. Exactement. Voilà, donc c'est une arnaque presque parfaite. Brothers Bloom en VO, les frères Bloom en québécois. Voilà. Alors, une arnaque avec donc Adrian Brody, Rachel Weisz, Et Mark Ruffalo et Rinko Kikuchi dans les rôles principaux. c'est ça. Donc, je suis en train de me loguer sur la page IMDb. Alors que bonne petite comédie. Oui. C'est tout ce que je peux dire parce que je l'ai pas trouvé non plus. Il est pas ouf. Voilà, déjà en termes de scénario, alors faut savoir que c'est un peu un film d'arnaque dans style l'arnaque. Oui, on est sur Insaisissable mais mou du genou. C'est ça. Et voilà, pour le coup, l'histoire est pas non plus extraordinaire dans le sens où qu'est-ce qui en fait peut bien les motiver juste pour ça, quoi. Je veux dire, pourquoi arnaquer cette fille spécialement, donc Rachel Weisz, qui pour le coup est une héritière, une riche héritière qui un peu naïve en fait. C'est pour avoir une belle histoire d'amour. C'est ça. Mais avec une jolie héritière. Attends, tu vas quand même pas avoir Nadine de Rothschild. Sérieusement. Non. Et voilà, une fois encore, une comédie sympa, mais qui se démarque surtout plus par la réal de Johnson au final que le reste qui est plutôt déjà vu. Oui, c'est pas. C'est pour ça que, à mon avis, on va passer vite fait sur ce film-là parce que c'est pas non plus. Il est pas franchement indispensable, quoi. C'est pas très indispensable. C'est surtout qu'on sort de Brick qui avait une vraie ambiance à ça qui n'a pas d'ambiance et qui est plutôt formaté. Tout à fait, c'est ça, c'est formaté en fait. C'est pas inintéressant, c'est pas mauvais, hein, loin de là, hein, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas non plus. Ça passe comme un film du dimanche après-midi, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc autant aller tout de suite. Alors, autant aller tout de suite en 2010. Non, je fais exprès. Alors, en 2010, il tourne la série, un épisode de la série Terrier et aussi un clip pour The Mountain Goats, The Life of the World to Come. Mais c'est en 2012. Alors moi, 2012. Et que Rian Johnson explose littéralement. Mais explose avec une bombe pour le coup. Et je crois que j'ai la bande-annonce là, donc. Alors. Est-ce que ça va se lancer vite ou pas? Non, je ne crois pas. Non, ça se lance pas vite. Ça se lance. Le voyage dans le temps n'a pas encore été inventé. Mais dans 30 ans, ce sera chose faite. Je fais partie des nombreux assassins spécialisés dans le présent, qu'on appelle les loopers. Quand des organisations criminelles du futur veulent supprimer quelqu'un, elles le téléportent vers moi et je supprime la cible en question. Ouh là là! Les loopers sont bien payés. On a la belle vie. Et la seule règle est ne jamais laisser une cible s'échapper. Même si la cible, c'est vous. Voilà.
Bon, c'est pas la peine d'en voir plus. Vous avez déjà toute l'histoire. Donc Looper. Donc sorti en... Looper. Vas-y. avec donc Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis dans les rôles principaux. Et Emily Blunt. Emily Blunt également, très bonne actrice. Paul Dano, qui a droit à une scène, on en reparlera. Vas-y. Et je crois c'était Jeff Daniels. Alors, j'ai un petit œil sur le casting, il y a quand même Piper Perabo. Ah, exact, oui. Tout à fait, effectivement, oui. J'avais oublié Piper Perabo. On l'a tous oublié, je crois. Donc, Rian Johnson explose littéralement avec Looper, c'est grâce surtout à un argument qui est un argument à la fois béton. Après, moi, j'ai quelques petites critiques à faire sur Looper parce que je suis chiant. Mais alors, Looper est un très très bon film. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais j'ai des petites critiques quand même parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph Gordon-Levitt, pendant tout le film, imite Bruce Willis. Voilà. Alors, c'est vrai que le phoné est un peu bizarre. Ah non, mais pas que le phoné. Alors, pour resituer un peu, donc Joseph Gordon-Levitt est un assassin, Un looper. qui dans une époque où le voyage dans le temps n'existe pas, sauf que plus tard, le voyage dans le temps sera inventé. Dans 30 ans. Dans 30 ans, comme ils ont dit. Et donc, la mafia, en fait, décide d'engager des assassins dans le passé pour envoyer après les gens dont ils se débarrasser dans le passé à une période où ils n'existent pas, où ils ne sont pas nés, pour en gros les faire éliminer et ne plus jamais laisser de traces. Ils sont complètement rayés de l'histoire. Voilà, donc en fait, il se débarrasse des corps dans le passé. Voilà, et donc de facto, sa vie se termine et elle ne commence pas après. Oui, alors ça pose question quand même. Hein. Ouais, ça pose question. Et donc, quand ils décident de mettre fin au contrat d'un looper, ils envoient en fait donc le looper, donc l'assassin. Ils envoient la version du futur de l'assassin avec une beaucoup plus grosse somme d'argent pour que l'assassin, en gros, se tue lui-même. Et à partir de là, il sait qu'il lui reste X années pour vivre et profiter de la vie. Ouais, donc, jusqu'au jour où ça tombe sur Joseph Gordon-Levitt, sauf qu'au moment de buter son lui-même, il a un doute. Joué par Bruce Willis, il hésite et il s'enfuit. Bruce Willis s'enfuit, il veut pas se faire buter. Normal. Voilà, donc en fait, après, tout le film, c'est Joseph Gordon-Levitt qui essaye de rattraper sa boulette, parce que, outre les décalages temporels incroyables que ça peut susciter, et foutre la merde, si vous suivez Doctor Who, vous savez qu'on ne déconne pas avec la timeline. Ouais. Et il a aussi du coup ses employeurs à ses trousses qui lui demandent d'être fidèle, quoi. Et gros, si t'arrives pas à buter ton toi du futur, on te bute toi tout de suite dans le présent. Voilà, donc bon. Donc je ne sais même plus, j'ai commencé ma phrase, mais je ne sais plus. Donc c'est un excellent film. On a quelques, moi, par le jeu de Joseph Gordon-Levitt qui imite Bruce Willis, mais qui imite à la fois. Alors visuellement, ils ont mis un faux nez à Joseph Gordon-Levitt qui se voit pas mal. Qui se voit pas mal. Et il y a aussi des tics. Joseph Gordon-Levitt est un très bon acteur, mais il réussit à avoir des tics. D'acting de Bruce Willis. Et si. Donc, mais le problème, c'est que Bruce Willis n'est pas forcément un bon acteur. Donc, ça aurait été mieux que ce soit l'inverse, que Bruce Willis ait les tics d'acteur de Joseph Gordon-Levitt. Et voilà. Donc c'est un petit remontrance, un petit truc parce qu'il faut en parler aussi. Donc on peut vraiment parler cette fois-ci. Alors en plus d'être un peu un thriller, on peut clairement parler d'un western moderne. Il y a beaucoup de plans. La réal de Johnson pour le coup s'envole. Elle est excellente et il fait beaucoup de plans où on est vraiment dans une modernisation du western et du film noir. Par exemple, les fameux plans où on filmait les duels de western par les jambes. Oui. On voit en plan américain. Voilà. Non, parce qu'un plan américain, c'est à la taille. Oui. Là, avec la caméra au sol, et on voit juste de dos les jambes écartées
Ah, tu Comme pour un duel. Ok, je Voilà. peux te planter, ouais. Il modernise complètement ce genre de plan. Enfin voilà. Donc vraiment, il y a une réal qui élève vraiment le film. Le scénario aussi. Johnson, il aurait pu, voilà, sur un truc comme le voyage temporel, il aurait pu reprendre n'importe quelle théorie et l'utiliser. Il aurait pu prendre n'importe quel bouquin et l'adapter. Non, il a créé sa propre conception du voyage dans le temps. Alors, elle n'est pas forcément parfaite, elle n'est pas forcément infaillible, mais le mec s'est creusé les méninges pendant au moins quelques années pour écrire un scénario de toute pièce et créer un truc de toute pièce. Bah, il y a surtout cette idée de pourquoi les truands font ça. Et pourquoi ils tuent pas dans leur temps, ils envoient pas le cœur dans le passé. Voilà. Donc en fait, il y a quelques petites questions qui se posent. Mais... Je pense parce que ça leur évite eux d'être des assassins dans le futur. La mafia comme ça, elle a les mains clean. Oui, enfin moi, les mains clean, mais elle les envoie quand même se faire buter par contrat. Oui, mais donc, surtout que dans le passé, en fait, ils sont pas identifiables du coup, vu qu'ils sont pas nés. Bah oui. C'est pour ça. Parce qu'après, du coup, non seulement ils sont pas identifiables, les corps. Oui, mais si le corps, s'ils tuent dans le futur, mais qu'ils ramènent le corps dans le passé, ils sont pas non plus identifiables. Oui, mais donc non seulement les corps sont pas identifiables, mais en plus, du coup, ils s'en débarrassent dans le passé, là où personne va les rechercher. Oui, mais non, mais pourquoi moi, je maintiens qu'ils auraient pu les buter dans le futur, envoyer les corps dans le passé. Bon, enfin bon, il y a un truc qui va pas. Mais bon, comme je le dis, c'est pas infaillible. C'est pas infaillible, mais en tout cas, il y a un véritable effort créatif à ce sujet. Et même au niveau de l'histoire, on vous a juste raconté la partie entre guillemets simple du film. Le scénario va bien au-delà en fait. Au-delà parce que très vite, ce qui se décide, c'est pourquoi Bruce Willis entre guillemets s'enfuit et refuse de se faire buter. Oui, parce qu'il y a une intrigue secondaire. Il y a une intrigue secondaire qui devient en fait après l'intrigue principale en vrai. Parce que de la chasse à l'homme à Bruce Willis, le personnage de Gordon Levitt va très vite comprendre qu'il faut qu'il résolve lui-même cette histoire avant voilà, s'il veut que ça rentre dans les clous. Et donc il y est notamment question d'un futur assassin avec des pouvoirs surpuissants. Oui, alors là par contre, là aussi, ça peut poser question aussi. Parce que toute la partie avant cette histoire on va appeler ça des mutants, parce que c'est de la psychokinésie. Oui, enfin. Voilà, c'est de la psychokinésie. Avant, c'était beaucoup plus réaliste, mais à partir du moment où on fait entrer ces personnages-là, du coup, ça devient un peu un peu plus brouillon, on va dire ça comme ça, un peu plus. Mais quand on voit le film, justement, c'est ça qui est assez fort, c'est qu'on n'a pas la sensation que c'est brouillon. C'est quand on réfléchit après, en fait. Oui. Parce que quand on voit le film, on a l'impression que c'est limpide. C'est limpide. Et c'est ça aussi qui réussit à rendre crédible, justement, un scénario qui, comme n'importe quel scénario, a ses failles. Un système qui, forcément, ne peut pas être parfait parce que créer toute pièce de A à Z. Ah, oui, là encore, c'est surtout l'effort intellectuel qui a salué, c'est pas un remake, c'est pas une adaptation, c'est le mec s'est dit non, je vais recontinuer d'écrire mes propres films. Et il le fait bien. Oui. Et puis c'est appuyé par une galerie de second rôle assez sympa, notamment Paul Dano. Vas-y, tu veux parler de cette scène-là. Est-ce qu'on en parle ou pas? Vas-y. Ça fait un peu spoil, non? Ah de toute façon, c'est un film qui date de 2012. Si vous ne l'avez pas vu, vous ratez quelque chose. Voilà. Et donc Paul Dano, entre guillemets, qui est un ami de Gordon Levitt, en gros, se fait kidnapper dans le futur et torturer dans le futur. Et donc, nous, on le voit que dans le présent, et on voit les altérations que ça lui fait. Par exemple, ou alors c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Voilà, il se fait torturer dans le passé. Ouais. Et donc, on voit son lui actuel qui subit les altérations. Par exemple, dans le passé, ils sont en train de lui couper les doigts. Et donc, sans aucune goutte de sang, on voit d'un seul coup les doigts de Paul Dano, boum, qui s'effacent. Et ça va même très loin parce qu'il commence à couper vraiment beaucoup de parties de son corps. Donc, c'est à la fois une scène qui est très trash d'un point de vue psychologique, mais visuellement propre. Visuellement très propre. Et justement, j'avais eu la chance d'assister à une table ronde avec Rian Johnson.
Et Johnson expliquait le pourquoi de cette scène, c'est que à la base, il y avait du sang. C'est pas passé au niveau du comité de censure. Voilà, tous les films qui sortent aux États-Unis doivent passer par la fameuse MPAA qui doit dire ah non là faut couper, c'est trop violent machin, et sinon on vous donne du PG-13, du PG-17, du R. Et donc ils se sont focalisés, je crois, sur d'autres scènes où il y avait du sang. Ouais. Et assez astucieusement, Johnson a dit du coup nous pour que ça passe, on a fait ce système du meurtre dans le passé et du présent qui est altéré. Et donc du coup, comme il n'y a aucune goutte de sang, c'est la scène la plus marquante du film, c'est la scène la plus violente du film. Et il expliquait que du coup, comme il n'y avait pas de sang à l'écran, c'était passé comme une lettre à la poste. Et donc de conclure que la MPA, ils sont bien gentils, mais ils sont très premier degré, ils jugent la violence vraiment entre guillemets graphique, mais tu peux leur montrer le truc le plus trash du monde, s'il n'y a pas une goutte de sang, ils vont même pas tiquer, quoi. Donc sous-entendu, ils sont un peu cons, quoi. Mais ils sont un peu cons. Oui. Mais là, non, ce sont tous ceux qui ont eu affaire à eux le disent, clairement. Vraiment, voilà, un film... Looper, c'est vraiment le... alors, je vais pas dire le chef-d'œuvre, parce que là, son dernier film a quand même visé la barre très haut. Mais c'est vraiment dans... enfin, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur des Rian Johnson. Enfin, bon. Et voilà, et c'est vraiment avec ce film où il y a un avant et un après. Il a explosé, voilà. Il a explosé, je veux dire, c'est pas, je crois que c'est peut-être pas ce film-là, mais je crois que le Emily Blunt, dans les films qui l'ont vraiment lancé, il y en a quelques-uns, et celui-là, quoi. Parce que, voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais très belle prestation aussi d'Emily Blunt. Voilà, dans un rôle vraiment... voilà, comme d'habitude, en fait, très en retenue, jamais trop manichéen, quoi. Ouais. Parce qu'elle a fait Looper, et oui, c'est après qu'elle a fait Edge of Tomorrow. Non, et puis Into the Woods. Alors, c'est bien après Into the Woods. Non, c'est la même année que Edge of Tomorrow. D'accord. Ah, exact, je pensais que c'était plus tard que ça. Non. Et puis Emily Blunt, juste avant, elle était l'année d'avant Looper, elle était quand même dans les Muppets le retour. Hein. Ah, excellent. Ouais. Et puis avant, elle était quand même dans... elle était quand même dans Gnoméo et Juliette. L'agence. Ah oui, voilà. Wolfman en 2010. Voilà, elle commençait à monter, et je pense que ça a été un film qui a confirmé avant que ça démarre bien, de mieux en mieux pour elle, quoi. Voilà. Non. Et bon, après, elle a débarqué dans le retour de Mary Poppins. Moi, C'était un film à voir pour Emily Blunt. Ouais. C'est tout. Voilà. Donc Looper, on le conseille. Hein, voilà. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Ensuite, ensuite ou en parallèle d'ailleurs, il a fait un petit peu de tournage de série. Il a continué Breaking Bad, où il a réalisé 3 épisodes. 3 épisodes, oui, dont un qui est vraiment considéré comme le haut du panier, je crois. Ouais, des épisodes de série, toutes séries confondues. Voilà, donc il a réalisé un épisode de Breaking Bad. Il a aussi réalisé, ou plutôt co-réalisé, une série qui s'appelle Hit Record on TV, présenté par Joseph Gordon-Levitt d'ailleurs, qui est, là on est plus sur de la présentation de clips vidéo. C'est pas. Il a fait de la voix dans BoJack Horseman. Enfin, 2 épisodes. Oui. Il joue Brian. Ensuite, nous sommes en 2016. Il fait une apparition dans le film Rogue One, A Star Wars Story. Une apparition non créditée, un petit caméo. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, son film suivant, on va peut-être avoir une petite bande-annonce, non ? Hein ? Est-ce que ça mérite une petite bande-annonce ? Oui, sûrement. Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours.
Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Pour la gastro, vous allez voir le médecin. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Oui, donc vous l'avez reconnu, à mon avis. Star Wars 8. Star Wars épisode 8, les derniers jeudis. Voilà. Ça tombe bien, nous sommes un jeudi. Voilà, on n'a même pas fait exprès. Jérémy, je vais te laisser parler. Parce que Et toi, tu rebondiras, c'est ça? Ouais, rebondira. Je ne sais pas, parce que là, on est vraiment sur la saga que je n'aime pas. Vas-y. Comment dire? Donc, déjà à souligner qu'il a une fois encore écrit le script de ce Star Wars. Ah, ce qui est fort, hein, pour un épisode de saga, en plus très surveillé. Hein, voilà, très surveillé, qui en général est écrit par des scénaristes là-dessus et qui ensuite est confié à un réalisateur. Ouais, donc, et en plus, écrit par des scénaristes, c'est un pôle de scénaristes qui après est envoyé en validation à Disney, qui dit si oui ou si non, et qui après choisit le réalisateur. Donc là, on a vraiment face... donc c'est un peu, vous voyez la puissance de Rian Johnson à ce moment-là, en puissance de persuasion à mon avis, auquel on a fait une fleur énorme. Et donc, pourquoi en fait, moi justement, je considère que c'est un des meilleurs films de Star Wars? Avec les Ewoks. Concrètement, faut revoir d'où on vient. L'épisode 7, c'était un peu laborieux quand même. C'était un peu un remake de l'épisode 4. Voilà, et c'est un peu le même esprit dans le sens où c'est très formaté. Voilà, c'est très formaté. On est sur des rails du début à la fin. C'est du fan service. C'est du fan service. C'est du fan service. Voilà, bon, la réalisation de Abrams, elle n'était pas mauvaise, mais bon, ça restait. Abrams n'a jamais été mauvais. Oui. C'est juste qu'il a des tics de réalisation qui peuvent être énervants au possible, mais après tout est fonctionnel, tout est limpide. Mais ce que je veux dire, c'est que on était entre guillemets clairement dans la gamme du blockbuster en termes de réalisation. Oui, mais c'était un peu ce qu'on demandait, non? C'est ça. Et justement, on est passé d'une commande, et avec Star Wars 8, on est passé à une réalisation. Comment dire? Rian Johnson, outre le fait qu'il a donc écrit le scénario, bon, peut-être pas tout seul, hein, c'est pas le sujet, mais ce qui se démarque vraiment, c'est que déjà d'une part, il a tué entre guillemets des icônes dans la saga. Oui. Je dis pas ça dans le sens que c'est une mauvaise chose, mais je veux dire, voilà, déjà scénaristiquement, il a pris des risques. Il a clôturé des arcs. Il a fait vraiment, pour dire ce qui est, hein, il a bouclé, on va dire, l'arc des Skywalker tels qu'on les connaissait, à savoir Luke et Leia.
Ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Et non seulement il le fait, mais en plus, je trouve qu'il l'a bien fait. Je veux dire, il a su apporter une certaine mélancolie, une certaine surprise à son final. Alors, on spoil ou pas? Vas-y. Voilà, bon, voilà. C'est Star Wars, vas-y. Luke Skywalker meurt. Donc, Point. Vas-y. ah, il nous faudrait, tu sais, le truc là du hamster surpris. Point. Bon, prochain podcast, promis, je te le trouve. Et donc, comment dire, donc dans Star Wars 8, on recommence le film. En fait, il y a vraiment une analogie à faire entre la première trilogie et cette nouvelle trilogie. C'est pareil, Star Wars premier du nom, qui avait révolutionné les choses au final par ses effets spéciaux. Oui, pas par son scénario. Pas par son scénario, parce que, voilà, pour avoir vu... alors moi, j'ai découvert Star Wars très tard. Et clairement, quand j'ai vu le premier Star Wars, je me suis dit, donc en fait, c'est des gentils contre des méchants, et à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Youpi! Et c'est ça le scénario de Star Wars 1. Ah, mais c'est même encore plus simple, hein. C'est le chevalier qui va sauver la princesse dans son château. Donc tu remplaces le château par l'étoile noire. Tu remplaces les vaisseaux spatiaux, les chevaux par des vaisseaux spatiaux, et tu as une histoire classique de chez classique. Après, c'était pas mal fait. Non. Mais voilà. Et pour le coup, la première trilogie décolle vraiment avec l'Empire contre-attaque. Où là encore, la différence en fait est flagrante dans la réalisation. Subitement, alors c'est Irving Kershner qui a fait l'Empire contre-attaque. On a subitement quelqu'un qui est aux manettes de la réalisation et qui essaye de faire un truc soigné avec des beaux plans, avec des effets, avec ce genre de choses. Tu veux dire quelqu'un qui sait réaliser? Oui. Et on a un peu le même syndrome entre Star Wars 7 et Star Wars 8. On a le Star Wars 7 bateau possible et qui est uniquement là pour relancer une franchise et faire plaisir à des actionnaires. À la double base, en fait, de répondre à cette commande de raccrocher les anciens et de, créer une nouvelle fanbase. D'accord. Oui. Et donc là, le 8, pour le coup, prend des libertés. Prend beaucoup de libertés. Donc Luke Skywalker, qui est devenu un ermite sur une île, où il faut aller le chercher, ne veut pas retourner au combat. Et finit par ne revenir qu'à la fin pour crever. Pour sauver les siens et pour crever, mais pas crever comme on peut l'imaginer. Oui. Là encore, il trouve une façon un peu originale et bien mise en scène de faire disparaître et de rendre hommage justement à Luke Skywalker et à conclure son arc. Et autre chose, pour le coup, oui, il y a un vrai gap qui est franchi dans la réalisation. On avait déjà dit que Looper était extrêmement bien foutu. Là aussi, Rian Johnson, on voit, il y a une différence très nette. On voit qu'on a un vrai réal aux commandes, on a des super plans, on a des idées créatives. Cette fameuse scène où il coupe la musique pendant 8 secondes pour l'explosion du vaisseau. Ah oui. D'ailleurs, on sort du film. D'ailleurs, il y avait des écriteaux, notamment les cinémas, pour expliquer que non, c'était normal, c'était un choix artistique. Exactement, que non, il n'y avait pas un problème de son. Voilà. Se sentir obligé de mettre ça. Voilà. Alors, c'était aux États-Unis. Ceci dit, alors, il me semble l'avoir vu en France aussi. Et justement, j'allais dire que je me foutrais pas non plus la gueule des spectateurs américains là-dessus, même si j'en ai envie, parce que le nombre de fois maintenant, quand on est dans un cinéma et où le film commence par un écran noir et une arrivée du son très progressive, et qu'il y a déjà, au bout de même pas 15 secondes, des gens qui disent « il y a un problème, on voit rien, on n'entend rien ». Oui. Non. Mais voilà, quand on est biberonné juste au film formaté, forcément, faut que ça pète tout de suite, quoi. Ah non, on est surtout biberonné à la télé, où il faut pas d'écran noir, où il faut qu'il se passe quelque chose. Et voilà, c'est ça, ce truc où au final on peut plus faire de confiance à l'attention des gens, quoi. On peut plus être attentif, il faut que ça, effectivement, faut pas perdre, il faut pas. Ouais, c'est comme, t'imagines si je mettais 15 secondes de blanc ici, maintenant. Les gens seraient perdus. Oui. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème technique. Que dalle. Mais donc voilà, cette fameuse scène du vaisseau qui explose, qui, outre le fait qu'elle est visuellement sublime,
clairement, le fait qu'il coupe le son comme ça et qu'il laisse le vaisseau exploser de façon muette, ça détonne complètement dans le film. Sachant qu'en plus, c'est scientifique. Normalement, dans l'espace, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, ce qui a d'ailleurs valu, je crois, cette fameuse question avec un Q&A sur Alfonso Cuarón pour Gravity, Ah, où un journaliste lui avait dit, mais dans l'espace, il n'y a pas de son, donc pourquoi dans votre film vous avez mis de la musique? Et il fait, moi j'ai fait un film et dans un film il y a de la musique, point. ouais, c'est licence artistique. Voilà. Donc voilà, il y a des partis pris de mise en scène, il y a des partis pris de scénario. Il y a une profondeur un peu retrouvée par rapport aux précédents opus. Alors après, je dis profondeur, c'est relatif, hein, mais c'est quand même un peu plus fouillé au niveau des personnages, au niveau de leurs relations, au niveau de la manière dont ils évoluent aussi. C'est un peu plus cohérent. Voilà, il a mis en avant des seconds rôles, enfin qui restent des seconds rôles mais qui ont leur importance. Et on pense par exemple à Rose, Oui. qui clairement son apparition remet en cause ce qu'on essayait, l'équilibre entre guillemets très attendu d'un trio qu'on nous présentait à la fin du set, quoi. Oui, le love interest. On va dire ça comme ça. Exactement. Et donc voilà, mine de rien, le fait d'avoir fait ça, ça déstabilisait beaucoup de choses. Enfin, il a remis beaucoup de choses en question avec cet épisode. Et donc malheureusement, en suscitant du coup l'ire d'une fanbase visiblement pas très ouverte. La fanbase de Star Wars n'est pas connue pour son ouverture d'esprit. Voilà, donc Une partie, moi je connais des fans de Star Wars qui sont très cool, quoi. J'en connais pas. Non, donc cet épisode 8, bon. Alors, il y a eu beaucoup de dire, mais il a quand même très bien marché. Hein. Voilà. Donc, on va pas non plus, ils disent qu'il a moins bien. En fait, il a surtout été très critiqué, en fait. Oui. Plus qu'il n'a pas marché. Ah oui, parce qu'il y a toujours un public. De toute manière, ça s'est revu avec le 9 qui est sorti dernièrement. Où là. Pour le coup, justement, c'est ce qu'on disait dans les tops et les flops. Hein. Je veux dire, tout ce qui. Enfin, non, c'était pas pour les top flops, c'était pour les sorties quand on en a parlé, mais c'était, je crois, sur le même épisode. Sur le 9. Voilà, où on racontait tout simplement que tout ce qui a été fait dans le 9 n'était destiné qu'à corriger ce qu'avait fait Johnson dans le 8 pour le remettre sur les rails, entre guillemets. Classique Voilà. du mainstream. Voilà. Donc, bon. Alors, Star Wars épisode 8. Un Star Wars que tu conseilles? Bah oui. Oui. 8. Bah 8. Pas 8. 8. Voilà, Ouais. Donc on va quand même vous le conseiller. Hein, parce que, bon. Et puis, malgré ça, malgré le fait aussi qu'il était exclu de la suite, du coup, Johnson, bizarrement, il n'est pas complètement exclu de l'univers Star Wars. Non. Alors. Je crois qu'il doit écrire une nouvelle trilogie. Oui, parce qu'ils sont peut-être rendus compte que c'était pas si mauvais. Comme quoi. Donc en tout cas, voilà, malgré les critiques et malgré le fait qu'il ne l'ait pas reconduit pour remettre J.J. Abrams pour l'épisode 9, mine de rien, ils lui ont confié les rênes d'une prochaine trilogie, quoi. Ouais, non, mais il faut croire que mine de rien, ils regardent les films et ils apprennent. Donc il faut pas toujours taper sur les grandes entreprises. Hein. Bon, alors, donc ça, nous étions en 2017. En 2018, il nous fait un petit clip pour LCD Sound System. Le titre s'appelle Oh Baby. Et puis en 2019. En 2019. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, on en a déjà parlé. Parce que c'est dans notre top. C'est À couteau tiré. Knives Out. Voilà. C'est un Cluedo. Voilà. Voilà, là encore, un peu comme Looper, on disait, c'est un hommage au film noir avec une pointe de western. Alors, je mets pas en avant le côté western parce que personne n'en parlait. Ça, c'est vraiment moi qui disais, mais si, il y a des trucs de western dedans. Voilà. Mais donc À couteau tiré, qui est un hommage à Agatha Christie, on va dire ça comme ça. Ouais, non, Hercule Poirot. C'est Daniel Craig qui dans un rôle de privé engagé, il ne sait pas pourquoi il est engagé, il ne sait pas par qui surtout. Il ne sait pas par qui en fait. Ouais. Il sait pourquoi, mais il ne sait pas par qui. Pour enquêter sur le meurtre le meurtre. Le meurtre. Le meurtre, oui, mais c'est un peu spoilé de dire. Alors voilà, en fait, voilà, toute la question est de savoir si c'est un suicide ou un meurtre. D'un notable. D'un riche notable qui est auteur de romans policiers. Propriétaire d'une maison d'édition. Voilà. Et où sa famille, du coup, Alors la famille un petit peu profiteuse. Voilà. Ils sont tous...
ils ont l'air tout gentils, mais en fait, ils profitent tous de sa richesse à des degrés plus ou moins divers. Non, quoique non, tous, tous. Il n'y a que son assistante, enfin sa garde malade. Son aide-soignante, qui est jouée par Ana de Armas. Un très belle Ana de Armas. Qu'on a vu dans Knock Knock de Iliros. Ah oui. Oh, tu me donnes envie de le revoir. Qui est Ana de Armas, qui donc ils mentent tous, sauf justement Ana de Armas, qui a un petit trouble et qui est incapable de mentir, sinon elle vomit. Voilà, Ouais. c'est un peu comme Jérémy Simon. Red is dead. C'était pas fait exprès. Hein. Red is dead. Voilà, quand il est content, il vomit. Bah là, elle, quand elle ment, elle vomit. Voilà. Donc du coup, elle peut pas mentir. Voilà, C'est pour ça. Donc d'ailleurs, c'est au tout début du film, elle devra dire que des bribes de vérité. c'est Voilà. ça. Comme indiqué. Et voilà, donc On est sur une enquête policière. on est sur une enquête policière. Donc Daniel Craig en privé, alors avec Une certaine flegme. un certain flame, voilà, un petit côté un peu volubile en même temps. Ouais. Enfin voilà, il a un petit accent qui est sympa. Que sympathique. En fait, voilà, on peut souligner vraiment tout le casting d'une manière générale. Ils sont tous très bons. Ils sont tous très bons. Alors, faut dire qu'en même temps, il n'y a pas n'importe qui. On a dans les autres rôles, donc on a Christopher Plummer, on a Jamie Lee Curtis, on a Don Johnson, on a Chris Evans. Toni Collette. Michael Shannon, voilà, très bon Michael Shannon aussi. Ah ouais, non. Lucky Stanfield. J'ai Francoz aussi. Donc voilà, un casting vraiment pour le coup de c'est un casting poids lourd quoi. C'est un casting 4 étoiles. Casting 4 étoiles et entre guillemets, je pense que ça n'a pas dû être évident à gérer et en même temps tout le monde est là au diapason quoi. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. La réalisation, parce que la réalisation est excellente pour un film qui aurait pu être vraiment casse-gueule. Parce que c'est très difficile avec un tel scénario, avec un tel résumé, de ne pas faire téléfilm. Donc il réussit à trouver des plans de caméra qui sont très intéressants en enfermant parfois ses personnages dans des cadres. Oui. Il y a un jeu qui est énorme à ce niveau-là. Voilà, donc je n'arrive plus à parler. Non, mais ce podcast il est difficile. Tout va bien. Donc en enfermant ses passages dans les cadres, il parvient justement à rendre vivant une énigme policière à la Cluedo. Oui. Qui est pareil, là encore, est un genre un peu formaté. Oui. On en a vu des masses et des masses, des téléfilms d'Agatha Christie. On a eu récemment encore une nouvelle adaptation du Crime de l'Orient Express par Kenneth Branagh. Qui est l'un des réalisateurs les plus classiques au monde. Voilà. Même si j'adore son Frankenstein. Mais donc il parvient à insuffler quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir au premier abord. Donc c'est pour ça que c'était vraiment une vraie surprise de le voir débarquer là-dessus, sur un scénario en plus qu'il a écrit. Voilà, on en revient aussi. On en revient, voilà, scénariste et réalisateur. Donc voilà. Et pareil avec cette espèce de jeu où il confronte justement les mensonges qui sont racontés avec la vérité de l'action qu'on voit aux images. Oui. Ce qui crée parfois des décalages assez intéressants. Des décalages très amusants. Il y a toute la première partie où chaque personne raconte sa soirée, la dernière soirée du petit vieux. Désolé de dire comme ça. Et du coup, on a des indices sur ce qui va arriver après. Mais tous mentent. Et c'est ça qui est drôle. Sauf justement les bribes de vérité. Voilà, donc... du coup, un opus qui a tellement bien marché qu'il y en aurait un deuxième en préparation. Oui, avec un autre casting. Voilà, a priori, il partirait sur quelque chose de complètement différent. Donc, à voir. Donc, à voir. Donc, alors, un autre casting, mais alors peut-être juste Daniel Craig du coup. C'est à voir. Je vais voir si j'en sais plus. Mais qu'est-ce que je fais ? Alors, donc, apparemment, oui, Daniel Craig toujours présent. Voilà, ce qui est le plus logique. Mais bon, ce sera une autre enquête. Voilà. Benoît Blanc, le détective. Voilà. Monsieur Blanc dans le film. Bon. Alors, donc... Voilà, Rian Johnson, mine de rien, c'est... Comment dire ? C'est vraiment un nom à suivre. Et il n'est pas encore, entre guillemets...
comment dire, c'est pas encore la folie quand il sort des films justement, alors que pourtant, bah, il y a vraiment une qualité qui est là. Une qualité qui est plutôt égale, même dans des films d'entre guillemets de commande. Mm. Voilà, parce que Star Wars c'était un film de commande. Donc voilà, donc un réalisateur à suivre. Donc Voilà. voilà. Alors est-ce que on a des conseils de Saint-Valentin? Non. Alors on va vous parler de Gorge profonde. Un film. Alors Des films pour la Saint-Valentin, donc c'est pour voir avec votre alors, amoureux ou votre amoureuse. ça va être nos recos du jour. Voilà. Alors, film de Saint-Valentin, Jérémy, est-ce que tu en as un? Là, spontanément, alors je vais commencer soft. Ah. Il était temps de Richard Curtis. Il était temps, petit navire. Donc voilà, c'est un film avec Domhnall Gleeson et Rachel McAdams. Très très bon film. Oui, très beau film. Alors Richard Curtis qui nous a plutôt habitués avec ses Love Actually Co à des soupes. Donc là, on est toujours dans un film vraiment romantique avec une petite originalité. Le personnage principal donc de Domhnall Gleeson possède un don, celui de voyager dans le temps. Et donc il va utiliser ce don à chaque fois pour essayer de réparer certaines erreurs dans sa vie de couple, mais aussi apprendre à ses dépens que s'il va trop loin, il va changer radicalement certaines choses, donc y compris sa relation avec sa femme. Et donc voilà, cette ambiguïté où il peut en profiter, mais à petite échelle, parce que s'il va trop loin, comment dire, par exemple, là, il modifie inaliénablement son futur. Par exemple, s'il retourne trop en arrière, il va peut-être ne pas avoir d'enfant alors qu'il en a 2 aujourd'hui et qu'il est très content, quoi. Ouais. Non, mais voilà. Donc voilà, joli film, voilà, avec une très belle scène entre Bill Nighy et Domhnall Gleeson, justement, où quand il comprend justement qu'il ne pourra pas retourner au-delà où il sait que son père va mourir, et il comprend en même temps avec cette discussion qu'il ne pourra pas revenir avant dans le passé pour le revoir, auquel cas il foutrait vraiment la merde dans la vie de sa femme et de sa famille, quoi. Oui. Alors, donc moi de mon côté, une petite reco. Alors moi je vais aller dans la provocation assumée. Nécromantique de Jørgen Buckerheit. Voilà, donc un film allemand montrant les relations entre une fille et le cadavre de son petit ami. Donc il y a un film violent. Très violent, que je ne vous conseille pas forcément à toutes les sauces, mais bon, on est quand même sur un amour sincère, un amour doux, un amour violent, doux et violent dans la même phrase. Voilà, donc moi je vous conseillerais ce film-là parce qu'on n'en parle jamais assez de la nécrophilie dans les films, donc il était temps. Vas-y. On va quitter la bluette de Richard Curtis. Maintenant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui, mais là tu vas me faire pleurer là. Voilà, très bon film de Michel Gondry avec Jim Carrey et Kate Winslet. Oui. Voilà, sur un couple qui décide de s'effacer respectivement de leur mémoire, respective, qui font donc appel à une technologie futuriste pour ça. Sauf qu'ils finissent par se croiser. Encore. Voilà, sauf que en fait, pour effacer les souvenirs, ils sont obligés de les revivre. Et donc, plus ils revivent leurs souvenirs à rebours, donc c'est-à-dire du moment où ils sont là, ils revivent tous leurs souvenirs décrescendo jusqu'à leur rencontre. Et à contrario, plus ils revivent ces souvenirs, plus ils se rappellent pourquoi à l'origine ils s'étaient mis ensemble et ils s'aimaient. Et donc, ils vont essayer d'échapper au système. Malheureusement, le processus est irréversible. Un film un peu loufoque, mais très beau. Michel Gondry. Voilà, très bien réalisé. Et voilà, une autre recommandation ? Là, tout de suite, là, non. non, je n'ai plus de recommandations. De toute manière, on est sur un thème que je ne maîtrise pas. Bon, allez, encore un ou deux pour le fun. Vas-y. Allez. T'en as un ? Je vais t'en trouver un si tu veux. Vas-y. Alors, Her de Spike Jonze. Oh. Alors, pas un film romantique à proprement parler. Ah bah non. Je vais pas trop en dire parce qu'on va peut-être en parler un peu plus en détail de Spike Jonze. Oui, c'est vrai, il est dans les tablettes. En tout cas, voilà, c'est plus un conseil parce que c'est un film qui parle de l'amour et de la relation d'amour plus que ce n'est un film d'amour. Donc Her, pour vous faire le topo, c'est
Donc c'est un personnage joué par Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle, donc dont la voix est celle de Scarlett Johansson, qui fait d'ailleurs une très belle prestation de voix. Enfin, et donc sur les manques aussi que vont créer cette relation. Voilà, sachant que voilà, Joaquin Phoenix, on commence le film, c'est un être un peu brisé et déprimé, et qui va vivre cette relation entre guillemets par procuration. Et le film est vraiment une analyse très très juste des sentiments amoureux, des relations humaines, et au contraire, à la fin, est une invitation justement à la reconnexion. Un très beau discours sur l'amour et les technologies. Voilà. Bon, allez, on va peut-être pas se quitter, on va se quitter avec une autre recommandation quand même. Brigadoon. Un film, une comédie musicale des années dont Jérémy, toi, tu as dû peut-être plutôt entendre sa version horrifique sous le nom de 2000 Maniacs. Ah. Donc, Brigadoon, qui est un film de 1954 réalisé par Vincente Minnelli. C'est l'histoire d'un village qui apparaît tous les... voilà, donc c'est tous les 80 ans. Voilà, donc c'est un village qui apparaît, qui disparaît des bas des cartes. Donc deux randonneurs de passage tombent sur ce village par hasard et tombent amoureux de l'une des filles du village. Donc cet amour impossible entre deux êtres parce que le village va disparaître. Donc soit l'homme disparaît, reste dans le village et disparaît avec, soit il continue sa vie. C'est un beau film. C'est un beau film que je vous conseille à tous. Voilà. Un peu de SM pour terminer. Un peu de SM. Tu veux du SM? R100, vas-y. Vas-y. Alors, juste pour terminer, voilà, pour les amoureux du cuir ou du fétichisme ou autre, et pour la Saint-Valentin, deux films. The Duke of Burgundy. Ah oui. De Peter Strickland. Excellent film. Très très beau film, pas forcément accessible. Mais voilà, une histoire d'amour entre deux femmes qui sont en fait dans une relation dominant-dominée. Comme dans tout ce que fait Peter Strickland, hein. C'est pas forcément accessible facilement. Mais je pense qu'on avait déjà parlé, d'ailleurs. Je crois qu'on avait parlé, oui. On avait parlé. Et donc voilà. Et le deuxième film? Le deuxième film, Dogs Don't Wear Pants, qui n'est pas encore sorti. Et là, on est dans du SM un peu plus franco. James? Dave. Oh. Non, voilà, donc l'histoire en fait d'un homme qui est veuf et qui élève sa fille et qui complètement par hasard va faire la rencontre d'une maîtresse dominatrice, et cette rencontre va provoquer quelques étincelles et réveiller des nouvelles sensations en lui. C'est un film qui avait clôturé le PIF, qui a été un vrai coup de cœur. Pas pour tous les publics, très clairement. Donc voilà, c'est pas une recommandation forcément à prendre au premier degré, hein. Surtout que le premier degré, c'est un peu froid. Mais en tout cas, voilà, au final, un film qui parle d'un sujet compliqué, avec des scènes un peu osées. Ouais. Bon, on voit certaines scènes de SM, quoi. Sans être racoleur, sans être, entre guillemets, dans le jugement. Mais en tout cas, voilà, et qui se termine en fait par une histoire de sentiments, quoi, en fait. C'est de ça que ça parle au final. Derrière l'aspect, entre guillemets, cuir, souffrance, etc., c'est surtout une histoire de personnes qui, comment dire, de relations. De relations, de personnes qui ont besoin, qui se reconstruisent et où justement, et que cette expérience leur permet de se réaffirmer. Oui, de toute manière, la relation SM, c'est savoir se donner à l'autre, et c'est la confiance qu'on donne en l'autre. Ça peut être c'est pas une relation très beau. Voilà, mais là, on est en train de sortir du domaine du cinéma. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. On a tenu le timing. Ouais, oui, on est là. On est à 2 heures. Attends, alors dans 2 secondes, on est à 2 heures. C'est bon. Voilà, donc Jérémy, Mathieu,
À la prochaine. À la prochaine. J'espère que vous avez passé un bon podcast. On Voilà. se retrouve d'ici, on espère, 2 semaines. Voilà. On va essayer de s'organiser ça. Exactement. Donc regardez les films de Rian Johnson. Voilà, on vous le conseille. Qu'importe où vous nous écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas aussi à venir nous parler sur les réseaux sociaux. Enfin, on est surtout sur Facebook, même si c'est un peu... On a encore des efforts à faire. Mais... On a encore Non, mais sérieusement, on a encore des efforts à faire. Sachant que je suis sur iTunes et en fait, normalement, il est censé y avoir des commentaires sur iTunes. Mais je les ai toujours pas vus. Voilà, donc on verra bien. On dévoile le thème ou pas? Alors, vas-y. Est-ce qu'on était déjà d'accord sur le thème? On est toujours d'accord. On voulait parler de Karel Zeman? Non, c'est pas ça. Je sais. Non, mais c'est pas grave. On se mettra d'accord sur le thème. On vous réserve la surprise. On vous réserve la surprise. De toute manière. Mais il y aura des portes jartelles. Oui, beaucoup. Donc, on vous aime. Ou pas, et passez une bonne soirée en notre compagnie. Bonne soirée à tous. Bye bye.